Retrouvez votre podcast sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Également en format vidéo sur YouTube et sur Twitch quand on fait des lives. Et n'hésitez pas à nous soutenir aussi en allant sur notre page utip.io/puissancepark pour nous faire des donations. Ainsi que sur tous nos réseaux sociaux et sur puissancepark.fr. La première fois que nous étions tous ensemble au Futuroscope, c'était déjà il y a 3 ans. Mine de rien, le temps passe vite. Les amis, nous sommes revenus au Futuroscope cette année pour redécouvrir les grandes nouveautés de ce parc, et grande est un mot qui est tout à fait approprié, puisque nous avons pu découvrir Chasseurs de Tornades, la grande nouveauté de 2022, et le nouvel hôtel, Station Cosmos. Vous l'avez bien entendu vu autour de moi si vous regardez cet épisode sur YouTube, je ne suis pas tout seul puisqu'il y a juste en face de moi le bon Greg. Bonjour Greg. Salut à tous. Désolé, je ne bouterai pas pour aujourd'hui parce que je suis trop occupé avec la régie. Donc voilà, mais... Tout à fait. Et juste à côté de moi, Valentin. Bonjour tout le monde. Alors, il n'y a pas toute l'équipe autour de la table aujourd'hui puisque différé oblige, certains de nos collaborateurs sont indisponibles, mais nous allons faire avec. Et si vous regardez sur YouTube, il y a quelque chose qui a dû vous choquer. Ah oui, là, on est dans un vrai studio maintenant. Là, on a un plateau voilà, et tout. Merci nous Greg. sommes dans un nouvel espace. Et oui, voilà, on est enfin dans le studio Radio Puissance Park. Bah oui, en fait, je sais bien, faisons du classement produit, voilà. Faisons du classement croisé comme ça. On aura le temps de faire un bon gros placement pendant l'épisode, t'inquiète pas. Oui, et puis, et comme vous voyez sur la table, pour ceux qui ont la vidéo, vous avez une petite boîte magique. On la mettra à profit de temps en temps dans certains épisodes. Là, elle est sur la table, elle servira. Vous verrez, c'est plutôt cool. J'ai hâte. On va programmer ça en 2 minutes en se disant franchement c'est une connerie, mais on le fait ou pas? On le fait. Allez, c'est parti. On le fait. Une connerie carrément. dans Puissance Park, ça a tout à fait sa place, c'est légitime. Tout à fait, legit. Donc, pour ce premier épisode qui va être notre after ride de Chasseurs de Tornades, on va pouvoir analyser un peu l'attraction tous ensemble, revenir sur l'expérience de l'attraction, faire un peu le parallèle avec l'évolution du parc, parce que oui, le parc a beaucoup changé depuis la dernière fois où nous sommes venus, et en bien, c'est ça qui fait plaisir, et on va pouvoir ensemble voir l'avenir, parce que mine de rien, nous sommes en plein milieu du plan de redéveloppement du Futuroscope, et quand on voit ce qui est encore à venir, j'ai envie de dire, le meilleur va arriver dans les années à venir, quoi. Et de toute façon, souviens-toi, le premier podcast qu'on avait fait, quand même, on n'avait pas été tendre avec le Futuroscope. Entre les vieilles attractions, on s'est beaucoup moqué. Hein. On a eu des petits retours, comme quoi c'était un peu perçu. On n'a pas eu la langue dans notre poche, oui, on va dire. Après, c'était vrai. Tout ce qui était ancien, vieillot, il y en a encore un peu dans le parc, mais bon, ça va finir par bouger. Bah après, c'est normal qu'on le critique et qu'on en rigole. Je veux dire, c'est normal. Après, on a quand même notre libre arbitre. Et puis après, on n'est pas méchant non plus. Voilà, on encourage le parc à aller dans la direction qu'ils ont déjà bien entamée. Hein, et ils font ça plutôt bien. Et puis on va aborder ça une fois de plus aujourd'hui. Exactement, et je vais même te dire qu'ils font les choses dans la bonne direction, c'est ça aussi qui est important de souligner. Parce qu'on pourrait dire que le parc change, mais le parc change dans le mauvais sens. Je ne citerai pas un autre parc de l'Est parisien qui a... On a dit qu'on parlait pas de la souris aujourd'hui, merde. Non, on ne parle pas de la souris parce qu'on est là pour on peut parler de Ed Romaus, tu vois. Lui, ça peut marcher. Non, parce que si vous voulez, je peux vous faire une thématisation Flight Force. C'est tout à fait à propos. Il y a trop de lumière. Voilà, là, c'est Flight Force. Voilà. S'il vous plaît, remettons un peu, voilà. C'est tellement vu et revu comme van, mais ça marchera. Cette van marchera tellement. Tellement. C'est ça. Malheureusement, c'est ça. Bref. Merci les imagineurs. Voilà. Donc, la première chose que j'aimerais qu'on revoie tous ensemble, c'est ce fameux plan d'évolution. Donc si tu as possibilité de nous mettre la magnifique illustration pour ceux qui regarderont. Bien entendu, là voilà ton illus. Donc si vous regardez... Peut-être zoomer un peu dedans parce que sinon c'est un peu... Voilà, mais pour carrément. les auditeurs, enfin les personnes qui regardent. Vous le voyez... auditeurs, ça marche moins bien de regarder quelque chose à l'écran. Mais en revanche, je vais quand même décrire et analyser pour que vous compreniez mieux. Nous sommes donc en 2022 et nous sommes dans la moitié de ce fameux plan de réinvestissement du Futuroscope. Ça avait commencé en 2020 avec Objectif Mars, leur premier coaster. L'année dernière, ça a été le nouveau spectacle nocturne qui est ce qu'il est, mais au moins on a vu qu'ils ont tenté de se renouveler. Une nouveauté.
Voilà, 2022, c'est quand même une année assez lourde puisqu'il y a Chasseur de Tornades, donc la nouvelle attraction qu'on va analyser juste après, l'hôtel Station Cosmos, plus le renouvellement de certains équipements. Autant vous dire que l'air de rien, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Mais c'est pas fini parce que l'année prochaine, 2023, il n'y a pas de vraie grosse nouvelle attraction dans le sens littéral, mais c'est des renouvellements qui vont encore s'accélérer. Et je pense très fortement à notre cher spectacle du Cube, qui va visiblement revenir, mais sous une autre forme. Enfin, oui, on va voir. Si c'est sous une autre forme, on verra. Pas de problème. Mais pitié, ne nous remettez pas le cube. Pas le même cube, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, parce que là, on en a plein le Cube. Très bien. Non, 2023, ce qui va être la grosse nouveauté, c'est leur deuxième hôtel, les Ecology. Voilà, ça va être intéressant de découvrir comment ça va être installé. Si je dis pas de conneries, sur ce plan ne figure pas non plus la refonte totale de la séquence d'entrée du parc. Non, là on est vraiment centré. Ça va être quelque chose de majeur quand même. Ça a lieu là dès la fin de saison ici à Tel, non ? C'est commencé, ça y est. Là le parking qui est devant l'entrée du parc est condamné, vous ne pouvez plus y aller. Et d'ici l'année prochaine, ils vont raser l'entrée actuelle on va pas se le cacher, était moche. Voilà. Très dégueulasse. Pour revoir complètement la séquence d'entrée. Et 2024, c'est théoriquement le parc aquatique, l'Aquascope qui est censé arriver. Là aussi, super investissement pour le resort. Parce que oui, maintenant, on va pouvoir peut-être appeler ça un resort, et pas juste un parc d'attractions. Et oui. Et 2024, c'est aussi théoriquement, plus 2025 maintenant, Mission Bermude, qui va être aussi une grosse nouveauté. Donc vous avez vu, il y a encore plein de choses qui arrivent et il se projette déjà vers 2025-2026 avec une grosse nouvelle attraction qui doit arriver également. Le renouvellement des films dans la plupart des salles de projection, et Dieu sait que parfois il y en a besoin. Donc j'ai envie de dire, les amis, moi, un parc qui se renouvelle autant, je dis oui. J'ai envie de dire, allez-y les gars, continuez. Oui, parce que même déjà les renouvellements qu'ils ont fait jusqu'à présent, à savoir l'extraordinaire voyage qui a ses défauts, mais qui est quand même vachement plus moderne que ne l'était le tapis magique, ça c'est clair. Par contre, s'il vous plaît, la musique. La musique, s'il vous plaît, par pitié, la musique. Ensuite, la musique, c'est un peu le Flight Force, tu vois, de l'attraction. C'est un peu le truc on l'attendait et il n'y a pas. Mais donc il y a ça. Mais bon, l'attraction ensuite. C'est pas du noir, c'est du silence. Voilà. Mais l'attraction au moins est dans l'air du temps. C'est un Flying Theater, c'est le premier Flying Theater français, accessoirement aussi. Donc de ce côté-là, c'est bien. Et c'était lui-même aussi un prototype puisque c'était la première à utiliser la plateforme de Dynamic Attraction, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'était bien avant Voletarium, même quelques mois avant Voletarium. Maintenant, au-delà de ça, il y a eu ensuite Objectif Mars, que comme tu l'as dit, effectivement est arrivé premier coaster autre qu'un Butterfly au Futuroscope, ce qui mine de rien n'est pas rien, parce qu'en plus c'est pas un mauvais coaster du tout, petite théma sympa, on est dans l'ADN du Futuroscope avec de la science et du fun. Et avec des figures de style qui ne sont pas les plus communes. Je veux dire, il y a quand même une drop track, il y a des effets de tilt, il y a des effets... T'as un Dark Ride. T'as une partie Dark Ride avec des super effets physiques, et les véhicules tournent sur eux-mêmes. J'ai envie de dire, pour un premier coaster, il y a des parcs qui n'oseraient pas faire autant, quoi. Alors je sais que les bobines Tesla ont déjà été utilisées dans d'autres attractions, mais en soi, moi, c'est la première fois, personnellement, que je vois des bobines Tesla utilisées dans un ride, et c'est vraiment la séquence impressionnante d'Objectif Mars. Mais, à croire qu'ils font plein de nouveautés qui vont arriver plus tard à Europa Park. Regarde, ils ont fait le Flying Theater, ensuite il y a eu Voletarium. Là, ils ont fait les bobines Tesla qui étaient là depuis longtemps. Et dans le prochain coaster, je pense, de chez Mack Rides, qui va ouvrir du coup dans le land croate, c'est sûr qu'il y aura des bobines Tesla à un moment, puisque c'est sur Tesla. Et puis même, il y a d'autres nouveautés du Futuroscope à venir, où clairement, on sent bien qu'Europa Park risque clairement d'avoir peut-être ce genre de nouveautés qui s'implémentent. Mais bon, on verra ça. Après Chasseur de Tornades, c'est Mission Bermude qui devrait aussi arriver sous une forme ou une autre, à mon avis. C'est obligé. Du coup, une attraction de type Rocking Boat, qui est un prototype de chez Mack. En gros, c'est des bateaux autonomes qui peuvent embarquer jusqu'à 10 personnes, qui peuvent avancer, reculer, se pencher aussi, en fonction de certains éléments de décor, interagir avec le décor, etc. Et je sais que le Futuroscope, ce sera un mélange d'écran, de décors réels, de parties intérieures, extérieures. Donc l'attraction va être assez longue, assez monumentale. On en parlera, ça remplace toute une espèce de promenade dans les plantes et tout un petit bois. Juste à côté du des moins, lapins. ça va aller justement dans une partie un peu boisée. Je pense que ça va être un truc relativement massif. Je l'attends au tournant parce qu'il y a vraiment du potentiel en tout cas. Disons que c'est un système un ride system un peu à la Pirate de Shanghai, mais avec en plus du tilt sur la voie, donc ça va permettre pas mal de modifications et pas mal de sensations que Pirate ne peut pas offrir. Et je rajouterais sur Pirate de Shanghai que là-bas ils ne peuvent pas reculer.
Et le Rocking Boat a supposément cette technique. Donc ça rajoute encore un peu dans les effets supposés de la future mission Bermude. Mais bref, on digresse, ce sera un épisode dans... Merci les amis. Ce sera un autre temps, un autre épisode. Revenons à la nouveauté 2022, Chasseur de tornades. On en a déjà parlé avec Rémi Caudron, du coup. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, n'hésitez pas à acheter un œil peut-être après celui-là où vous aurez vraiment le détail technique de l'attraction, des anecdotes sur la construction, puisque Rémi était du coup le chef de projet, donc il était là de A à Z, on va dire. Donc c'est très intéressant. Là, nous, on va plus partir dans notre ressenti, ce qu'on n'a pas trop fait pendant l'épisode, et puis donner nos points de vue personnels et aussi détailler ce qu'on a vu en fait pendant cette découverte. D'ailleurs, on remercie le Futuroscope de nous avoir invités du coup pour découvrir cette attraction-là, ainsi que l'hôtel Cosmos. On en parlera après justement Chasseur de tornades, mais ouais, c'était une bonne surprise, hein. Très bonne. C'était un sacré encore. Bon, alors spoiler alerte, Benji et moi pour le coup, on n'a pas pu résister à la tentation, on y allait avant. C'est-à-dire qu'on a fait un petit séjour, on a fait un petit séjour avant, pour le coup vraiment juste avec. Il y avait Florian et ma copine, mais on n'avait pas fait que le Futuroscope. L'idée, c'était aussi d'emmener Flo, qui n'avait jamais visité les deux parcs Puy du Fou et Futuroscope, qui sont côte à côte, et de lui faire vivre l'expérience. Et ce qu'il y a de bien, c'est de se dire que maintenant le Futuroscope, avec Chasseur de tornades, devient un parc plaisant à faire au moins une journée, quoi. Il y a un petit nombre d'attractions fun, qui ne sont pas juste que des écrans et tu t'assieds et tu t'ennuies. Oui, là, maintenant, il y a autre chose. Change d'une certaine époque où vraiment, moi, le Futuroscope, j'avais pas envie d'y retourner avant une dizaine d'années. Je me dis, ça vaut pas le coup. Si tu te rappelles de l'épisode qu'on a fait en 2020, c'était ça. Ce qu'on s'était dit. À un moment donné, on saturait d'écrans dans tous les sens. Les simulateurs, t'es secoué comme des pruniers, mais au bout d'un moment, ça te donne mal au crâne. On a refait des simulateurs sur cette visite, on n'en peut plus. Dynamique, effectivement, elle a sa fanbase et elle a son charme. Tu plonges dans le temps quand tu l'as fait. Mais putain, ces bases de simulation Intamin, quoi. Et je me souviens plus, t'étais monté avec nous pour Dynamique, point d'exclamation, le truc à 4. Voilà, le pire encore. Là, alors ça, clairement, on est bien d'accord. Ça, c'est du Futuroscope à l'ancienne. Et moi, c'est vrai que c'est le passéoscope. Quand on a fait déjà un épisode retour Futuroscope depuis, puisqu'on était retourné, on avait fait un petit feedback arrière, mais là, il y a vraiment de la grosse nouveauté avec ça. Non, je suis con, on l'avait fait pour Objectif Mars. Oui. Mais pour le coup, là, c'est vrai que dans le tout premier épisode qu'on avait consacré au Futuroscope, grosso modo, on disait, oui, bon, le Futuroscope, c'est bien de le faire une fois tous les 10 ans. Là, mine de rien, vu le plan d'investissement l'année dernière, Objectif Mars, là, cette année, Chasseur de tornades, là, on a deux machines. Alors, Objectif Mars, c'est un coaster, mais Chasseur de tornades, c'est une première en Europe, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Et franchement, sincèrement, on vous le dit dans l'épisode et dans tout ce qu'on a pu dire, oui, on est ultra hype sur cette attraction, parce que cette attraction est absolument géniale, et je me permets juste de le dire comme ça, on est sur une attraction qui, moi, à mes yeux, je vous le dis sincèrement, est d'une catégorie type, c'est un truc qu'on verrait aux États-Unis. En termes de toute l'expérience qu'on te fait vivre, ils auraient pu faire un truc à la Parc Spirou, te mettre juste le machin. Ah non, pitié. Ils auraient pu te mettre juste le simu avec 2-3 panneaux, etc. Ça aurait été un ancien Futuroscope qui aurait fait ça. Typiquement, un truc que tu aurais eu sur une vieille dynamique. Hein, désolé. Ah oui, non, mais c'est pas faux. Hein. Voilà. Bref, un truc comme ça. Là, il y a un effort qui est ouf sur l'immersion, sur la progression de la file d'attente. Ce que j'ai surkiffé, c'est que tu vois vraiment la notion de storytelling. Putain, ils ont appris, et qu'est-ce qu'ils foutent des baffes à d'autres resorts, n'est-ce pas, la souris. Oui. Donc, franchement, sérieusement, moi, je dis bravo sur ce truc-là. On n'est pas payé pour faire ce truc-là, clairement. Là, ce qu'on va vous dire comme ressenti, il y a du positif et du négatif. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a quand même 2-3 petits éléments qu'on peut sentir l'amélioration faisable. Mais oui, encore une fois, je suis désolé, l'attraction, elle est unique. Elle a gagné plusieurs prix, parce qu'au moment où on avait fait l'attraction, c'était pas encore sorti, mais là, il y a plein d'associations, de regroupements de parcs internationaux et d'organisations qui ont marqué le coup en disant... Chasseur de tornades est reconnu. Si je peux me permettre, en plus, c'est pas des prix à la Disneyland Hotel où tu gagnes le prix alors que t'es fermé depuis 2 ans. Là, on est sur des prix réels, tu vois. Ça tire à balles réelles, dis donc. Oui, c'est un peu... Je suis désolé, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons, parce que c'est un certain. Oui, je suis d'accord. Là, franchement, ça devient de trop, quoi. Mais oui. Mais là, du coup, non. Franchement, quand tu vois la machine, je sais qu'encore une fois, c'est des écrans, mais bordel de merde. Il y a un niveau de réel. Mais il y a écran et c'était écran. à la IAPA qu'ils ont reçu justement ce prix-là. Donc en général, je doute que la IAPA remette des prix d'organismes un peu douteux ou qui se laissent corrompre facilement. Non, la IAPA est vraiment
plus intégrés, enfin plus honnêtes dans leur façon de décerner les prix, et surtout ça change d'une année à l'autre. C'est vraiment pas comme si c'était complaisant. Tu le sens qu'il y a quand même des vraies innovations. Bref, pour moi c'est justifié et je comprends que ce soit eux qui l'aient remporté, mais c'est normal. Donc c'est mérité. Totalement, sincèrement, c'est vraiment mérité. Juste pour resituer, pour ceux qui n'ont jamais été à Chasseurs de Tornades ou au Futuroscope, l'attraction n'est pas dans un bâtiment qui est nouveau. C'est une réutilisation d'un ancien pavillon qui s'appelait l'Image Studio, donc c'est situé juste à côté de à côté de Objectif Mars, pardon. Et à l'époque, donc c'était un bâtiment qui était consacré à l'art du cinéma. C'était un dark ride qui vous emmenait dans les coulisses d'un tournage de film. C'était assez intéressant et assez fun à faire, mais maintenant s'oblige, c'était compliqué à entretenir, donc ça a souvent tombé en panne. Et à la fin au milieu des années 2000, ils ont dit on arrête les frais, on ferme le bâtiment. Il est resté abandonné quelques années et il est devenu Future l'Expo, que nous on a fait pour le coup, puisque quand on avait été en 2020, ça existait encore. Sauf que Future l'Expo, c'est un peu comme un innovation, mais un peu l'innovation du pauvre, j'ai envie de dire, parce que c'est une expo et au bout d'un moment, ce qu'on te présente comme futuriste devient actuel, voire obsolète, voilà. Et c'est le syndrome de Tomorrowland, malheureusement, un futur quelconque, malheureusement, on finira par le rattraper. Et donc oui, Future l'Expo avait fait son temps. Future Julie Lescaut. Putain, ils ont un partenariat avec TF1, merde. Alors s'il vous plaît, non. Ils ont remplacé Lob par Lescaut, du coup, donc tu fais la course-poursuite en bagnole de flic. Oh non, s'il vous plaît. En 3008. Évitez d'avoir ça, quoi. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un peu à la Gardien de la Galaxie Cosmic Rewind, c'est-à-dire on garde le bâtiment historique, la forme. Là, ils en ont fait la file d'attente et ensuite ils ont agrandi le bâtiment de façon discrète, en tout cas plus discrète qu'à Disney World, qu'à Epcot. C'est pas un gros truc immonde dégueulasse dans le fond du parc. En même temps, eux calent un coaster dedans, donc oui, c'est vrai. Mais du coup, ça ne jure pas en fait avec le reste du bâtiment qui fait office d'entrée. Exactement. Et comme tu l'as bien dit, là où il y avait le Dark Ride à l'époque, maintenant c'est la file d'attente qui est très grande. Elle est vraiment conçue pour absorber du monde, ça se sent. Parce que même si c'est une attraction qui a du débit, ça reste quand même qu'un unique théâtre. Donc mine de rien, il faut le temps du cycle, il faut le temps de l'embarquement, du débarquement. Donc ça peut prendre du temps. Et qu'est-ce que ça se goupille bien, mine de rien. On était là pour l'observer les différents cycles, c'était impressionnant. Hein. C'est vraiment au millimètre. Hein. Clairement. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on se lance dans l'expérience? On raconte un peu comment tout ça se déroule? C'est parti, allons-y. J'ai envie de dire, on va faire le tour déjà par la file d'attente. Commençons par ça, parce que en fait, tu rentres dans le bâtiment, effectivement, donc tu as l'enseigne Chasseurs de Tornades. Bon, ça, évidemment, c'est une enseigne d'attraction, donc voilà. Mais du coup, on entre et directement on rentre dans le CEMEX, qui est donc le centre d'études des météorologies extrêmes qui s'est installé au Futuroscope. Ce qui en plus est très malin parce que le parc autour du Futuroscope, lorsque le Futuroscope s'est implémenté là, fin des années 80, il a généré un intérêt justement pour les entreprises du coin parce que le Futuroscope a attiré des investissements et donc il y a plein d'entreprises qui ont développé et installé leur centre de recherche et développement à cet endroit-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas débile du tout d'avoir appelé ça, justement, d'avoir placé un centre d'études à cet endroit-là parce que ça fait tout à fait connexion avec la zone. Ça fait sens sur le site, ouais. Exactement. Donc c'est limite, ça va créer un Futuroscope Parconautique Univers, là aussi, ce truc-là. Donc ça pourrait être bien, personnellement, je dis oui. Je dis pas non. Hein. Alors, ce qu'il y a de drôle, et on l'a pas tellement vu dans la file extérieure, mais il y a tout un tas de petites activités qui sont placées dans l'ancienne file extérieure, avec un simulateur de vent, avec une grande turbine, ou un grand hélice. Hein. Ouais, mais elle est mouse costaud, l'hélice. Ça se trouve, c'est eux qui ont récupéré le ventilo à la sortie d'Armageddon. Il y a moyen. Qu'est-ce qu'ils ont foutu de ce ventilo? Je veux savoir. Mais disons que disons ce ventilateur-là, effectivement, heureusement, donc t'es à quelques mètres du truc, mais fait clairement si tu mets tes doigts, ça fait brrr, et hop, juste un bridou derrière. Hein, mais bon, ça c'est impressionnant. Ah oui, mais ça envoie à 120 km/h, ce truc-là. Si tu le tournes à fond les ballons, ouais, mais je crois que c'est bridé, mais sans faire de jeu de mots. Et le truc c'est que la file d'attente est vraiment dans l'état d'esprit du centre d'études météorologiques extrêmes. On va te faire des tests, on va te faire des découvertes, on va te montrer qu'est-ce que c'est que les effets du vent. Et je trouve ça génial parce que, et ça c'est notre marotte à toi et à moi, il n'y a pas que le côté divertissement, il y a un peu le côté entertainment avec on formation. Est dans l'edutainment, voilà, merci, tu as balancé le mot, mais l'edutainment, le truc qui fait que le joueur du grenier va gueuler en mode au secours, on essaie de m'acheter un truc, et moi je suis désolé, j'adore ça. Au moins, c'est une réaction dans laquelle tu sors, t'es moins con qu'en rentrant. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Après, il y a différentes façons de le faire. Bien sûr. C'est vrai que les attractions qu'il y avait à l'époque de Tomorrowland ou au début d'Epcot,
Aujourd'hui, ça passe pas, quoi. C'est vraiment, tu te fais chier. C'est comme quand tu fais The Land à Epcot. C'est sympathique, mais c'est très très vieillot et c'est vraiment une façon peu intéressante de t'apprendre quelque chose. Même si au final, t'en ressens un peu enrichi, c'est sûr. Malheureusement, mais tu t'es fait chier pendant 8 minutes. Epcot, malheureusement, souffre du syndrome de la Cité des Sciences plus. C'est-à-dire, c'est une Cité des Sciences avec du budget. Et pour autant, j'adore la Cité des Sciences. Autant, malheureusement, ça reste de l'expo interactive avec des petites maquettes à la C'est pas sorcier, mais il y a très rarement des trucs dans lesquels on va te faire vivre quelque chose avec ton corps. Et du moins, quand tu en ressors, t'as pas envie de le refaire. Ouais, tu dis c'est bon, je l'ai fait. Exactement. Alors que là, on est vraiment dans une expérience complètement différente. Et, que ce soit les visiteurs ou nous, la première chose qu'on voulait faire, c'était de refaire un tour pour justement voir les détails, voir certaines choses qu'on a ratées, ou alors tu as la compréhension en moins. Enfin, je veux dire, tu n'as pas besoin de réfléchir au deuxième tour parce que tu connais l'histoire. Et là, tu peux vraiment regarder la technique, les détails, tout ça. Et au même titre qu'un pirate des Caraïbes, t'as envie de le faire plusieurs fois pour vraiment apprécier en fait de façon très similaire mais différente, parce que tu vas regarder ailleurs, tu vas avoir une autre façon de vivre l'expérience, mais tu as envie de le refaire. Et même une troisième fois, etc. Ouais. Moi, en tout cas, c'était ça, quoi. Et je rajouterais d'ailleurs que, alors, Greg et moi, quand on est allé la première fois au parc, on a vécu l'expérience comme un visiteur lambda, c'est-à-dire file d'attente, pré-show, main show et sortie. Tandis que nous, quand on est revenu avec toi et Johan, en VIP direct. On est entré par VIP. Oui. Non, mais ça a un impact parce que on a squeezé cette file d'attente qui, mine de rien, est vachement riche et on va la montrer dans quelques instants. Et ça te présente l'univers du CEMEX. Il y a des Easter eggs, mais il y a aussi un peu des fusils de Tchekhov qui sont placés un peu partout. Il y en a partout. Oui. Il y en a partout, cela dit. Il y a une petite vidéo qui passe. Il y a plusieurs vidéos qui passent dans la petite salle d'attente. Justement, j'imagine que c'est aussi le coupe-fil. Oui, c'est ça. Ouais, ce qui correspond au coupe-fil. En fait, t'as deux coupe-fils. T'as le coupe-fil normal, qui est une autre salle qu'on n'a pas vue, avec une petite file apparemment. Et il y a un coupe-fil premium pour les VIP, etc., qui est celui dans lequel on était. Mais malgré le fait d'avoir squeezé la file, ce que j'ai fait lors de mon premier tour, et Johan aussi, au final, le pré-show permet de rattraper tout ça. Tu as les personnages quand même si c'est une description moins complète, plus brève, etc. On voit moins de détails. Tu comprends quand même les rôles et les caractères qui correspondent justement aux deux personnages principaux. Oui, mais quand je dis fusil de Tchekhov, c'est vraiment on te montre un élément dans la file d'attente et tu te demandes pourquoi est-ce qu'il est là si tu as l'œil attentif, mais ça prend tout son sens quand t'es dans le simulateur. Exactement, c'est du foreshadowing. Donc juste on reprécise pour des fois, parce que c'est vrai qu'on a déjà eu des commentaires qu'on utilise des termes que les gens comprennent pas très bien. Vas-y, concepteur, explique. Oui, c'est un terme cinématographique, quoi. Exactement. Le fusil de Tchekhov, c'est donc un réalisateur russe qui s'appelait je ne sais plus son nom d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, mais ceux dans les commentaires, vous Dimitri. Je crois que c'est mais quelque chose comme Tchekhov. Tu dis pas Vladimir, c'est bon, la vidéo sera monétisée. L'idée c'est que si à un moment donné dans votre film, vous montrez une image d'un fusil quelque part dans l'histoire, c'est que nécessairement plus tard dans votre récit, ça va avoir un intérêt. Vous ne montrez pas cet objet si c'est juste pour le présenter. Il faut qu'il ait une utilité dans le récit et dans l'action. Donc ce qui fait que Tchekhov, dans sa réalisation, montrait à un moment donné un fusil dans un de ses films, et bien plus tard dans l'action du film, on voyait ce fameux fusil qui avait un sens. Et c'est exactement la même chose pour la file d'attente de Chasseurs de Tornades, sans trop vous spoiler. Et c'est exactement la même chose pour cet épisode, puisque nous avons montré un bouton d'arrêt d'urgence sur la table qui servira plus tard. Exactement. Normalement, on l'a fait sans s'en rendre compte. Normalement, le fusil de Tchekhov est censé être quelque chose de beaucoup plus subtil. On n'est pas censé dire, regarde, ça va être utile. N'est-ce pas, Marvel? C'est juste que ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Marvel, c'est vraiment, ils vont montrer. C'est le bazooka de Tchekhov. Ils s'en foutent. Allez. Et c'est un peu similaire avec le foreshadowing. Oui. C'est plus un effet de montage et de mise en scène pour expliciter un élément qui de prime abord peut sembler hors contexte ou bizarroïdal. Ou anodin, mais qui va avoir du sens dans l'évolution du film ou de l'histoire qui va nous être racontée plus tard. Donc voilà, tout ça, c'est des mises en place comme un puzzle. Au départ, t'as les pièces, tu comprends pas à quoi elles servent, mais quand t'arrives à la fin, tout s'assemble et tu te dis putain, mais vous aviez pensé depuis le départ. Et donc c'est ça l'intérêt du foreshadowing et du fusil de Tchekhov. Et donc du coup, dans la file d'attente de Chasseurs de Tornades, on vous recommande très très vivement de regarder bien les détails qu'il y a sur les murs, parce que sur les murs, il peut y avoir des posters, des affiches, des choses encadrées qui peuvent permettre d'expliquer pourquoi certains personnages peuvent faire certaines choses dans le film. Voilà, sinon, ça fait téléphoner. Et aussi, tu as pas mal d'hommages qui sont rendus à la culture pop autour du truc. Hein. T'as un poster de Twister, t'as des petites figurines des lapins crétins aussi. Enfin, il y a des clins d'œil à la fois internes au parc et externes.
Et aussi un placement de produit vachement subtil avec justement la voiture dont on parlera plus On verra tard. tout à l'heure, elle va avoir sa petite séquence, la voiture. Parce qu'elle est... Tu parles justement de la présence des lapins crétins, c'est parce que dans l'univers, le lore dans lequel se déroule le chasseur de tornades, le CMX, est installé au Futuroscope, ce qui a du sens. Peut-être qu'à un moment, ils ont eu une pause, ils sont partis faire les lapins crétins, ils sont revenus plus tard. Donc ça va avoir un très gros impact, d'ailleurs, ce que tu dis, parce que là où certaines attractions peuvent avoir le syndrome, comme par exemple Star Tour, ou dans le Star Tour 1, justement, tu décolles d'une base spatiale qui est clairement pas l'endroit auquel tu te trouves dans le parc. Oui. Donc t'as une décorrélation, alors certes ça permet de se projeter mieux, mais c'est vrai que c'est toujours un truc qui m'a... C'est pour ça que quand j'avais fait Star Tour Origin, j'avais refoutu le spatioport sur Terre. Il y en a qui ont gueulé dans les commentaires, mais ta gueule, c'est moi qui fais les calculs. Donc, mais par contre... Elle précise que c'est sur ta chaîne YouTube, Timekeeper 92. C'est il y a longtemps. Mais par contre, ce que je veux dire là-dedans, c'est que là, le CMX a l'un des points positifs de l'extraordinaire voyage, qui était que le point de départ et le point d'arrivée sont ancrés au Futuroscope, et donc on part et on arrive au Futuroscope, et le CMX étant au Futuroscope, les événements qui se passent sont censés se dérouler en temps réel pendant que vous êtes dans la file d'attente, et du coup ça marche extrêmement bien, parce que du coup les personnages disent « Bah non, ça fonce sur Poitiers, etc. » Bah voilà, vous comprenez l'idée, hein, dans tous les cas, vous avez bien pigé que si on vous fait chasseur de tornades, c'est qu'il va y avoir une tornade à un moment ou à un autre. Et donc du coup, bah oui, ça rentre, ça donne un côté réaliste, et ils ont poussé le curseur sur 11 à ce sujet-là, et ça c'était très appréciable. Oui, j'aime beaucoup les attractions qui ne sont pas juste posées là pour satisfaire la demande publique, mais qui dépassent les attentes, tu vois, qui explorent l'univers, qui le développent et tout. Donc il y a cet aspect-là. Et l'histoire du CMX, c'est une journée porte ouverte, tout ce qu'il y a de plus normal dans un storytelling classique. Voilà, on a déjà vu ça 1 milliard de fois. Ouais, c'est le classique, ça. Et l'objectif, c'est de nous sensibiliser, nous faire comprendre comment fonctionnent les tornades et nous montrer le danger que ça représente. Alors, dans l'histoire, normalement, le CMX étant justement un centre d'études, bien sûr, comme tu le dis, il y a cette option de vulgarisation, mais le but du jeu, c'est qu'on est invité pour un événement spécial. C'est ce que j'allais dire. Dans le cas du CMX, justement. Eh ben, tu m'emboîtes le pas. On est invité pour cette journée porte ouverte, mais c'est également cette journée qui va être historique puisque les chercheurs qui y travaillent ont développé un moyen pour combattre et stopper les tornades avant qu'elles ne causent des dégâts. Et là, ça rappelle un peu une attraction qui s'appelle Storm Rider. Ça rappelle un peu Fauna Générique sur YouTube, j'ai envie de dire. Mais effectivement, oui, c'est vrai que c'est un plot. Et d'ailleurs, il y a des clins d'œil à Storm Rider dans cette réaction. Parce alors, apparemment, en tout cas, Rémi Caudron disait que oui, peut-être, il y a eu une inspiration ou pas, mais en fait, nous, malheureusement, on n'a pas discuté avec un créatif, donc on ne saura pas finalement, pour l'instant en tout cas, on n'a pas la en charge du projet, lui. On n'a pas la réponse du créatif, donc ça se trouve oui, ça se trouve non, mais je pense que oui, parce que déjà, dans la file d'attente, à un moment, on arrive sur une espèce de grosse cuve qui simule une tornade, donc c'est de l'eau avec un effet de vortex, voilà, il y a une vidéo, très bien. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez l'image, pour ceux qui sont sur SoundCloud, c'est juste en fait une sorte de salle de test avec un grand tube rempli d'eau et en plein milieu ils ont reconstitué une sorte de vortex. C'est un water vortex. Un water vortex, c'est ça. En gros, t'as des turbines qui se trouvent en dessous. Enfin, soit c'est un chemin de tuyauterie qui va générer en fait un tourbillon de flotte à l'intérieur et qui va créer une dépression au centre et attirer le truc. On peut le faire de différentes façons. Vous avez certainement déjà vu ça dans une cité des sciences justement où il devait y avoir un truc à manivelle. Ou à Las Vegas, dans les centres commerciaux, tu t'en trouves plein dans les allées. Et du coup, ça c'était une des choses qui était utilisée sur Storm Rider. Et d'ailleurs, on voit sur la vidéo, légèrement en bas à gauche, l'appareil qui existe, en fait, qu'ils ont créé, qui est censé créer une espèce d'explosion qui va stabiliser en fait la tornade et du coup la faire disparaître. Et nous, à Storm Rider, c'était un cyclone et c'était le même principe, sauf que sauf qu'on était dans un véhicule qui balançait un missile, ce qui est un peu différent. Avec le missile qui venait se cracher dans le vaisseau, et ça pour moi c'était un des effets incroyables. Voilà, c'était le payoff ultime. C'était là le fusil de Tchekhov, on te le met dans la bouche, tu vois. C'est vraiment. Là c'est le missile de Tchekhov littéralement. Ouais, non mais voilà, mais c'est agréable, tu vois. Ils l'ont bien lubrifié et tout. Et... non, vraiment c'était incroyable et j'ai retrouvé ça en tout cas dans Chasseur de tornades. Pas exactement la même chose évidemment, mais on est dans ce délire météorologique qui du coup même si c'est pas forcément le futur, c'est très contemporain et ça montre des technologies et donc ça s'ancre très très bien au Futuroscope. Et je rajouterais par-dessus que là tu as la référence d'un côté parc, mais il y a aussi la référence cinématographique bien derrière, sûr, parce que Twister, forcément, on ne peut pas ne pas penser à Twister quand on voit cette technologie, parce que alors cette machine qui s'appelle accessoirement le Trombix, déjà me fait vraiment penser à Dorothy dans le film du même nom Twister. Même si dans Twister, Dorothy, parce que j'étais un gros fan de ce film-là. Je crois que c'est juste pour analyser, pas pour c'est stopper uniquement la tornade. pour avoir de l'analyse. C'est en fait Dorothy
Microti, normalement, dans Twister, est censé être une sorte de grosse cuve dans laquelle il y a plein de petits émetteurs. Oui. Et qui va, en étant dispersés dans le vortex, vont permettre de tracer et de modéliser la tornade en 3D. C'est ça. Mais c'est aussi la façon dont ils emmènent ce Trombix au cœur de la tornade. On va y arriver. Dans lequel il y a ce 4x4 qui est conçu spécialement par le CEMEX pour pouvoir rentrer dans la tornade. Par le CEMEX et par, du coup, j'ai oublié son nom. Alex Faure, du coup, qui a créé donc le fameux Bully avec le système Venturi. En fait, voilà, en gros, ça, c'est un clin d'œil au pré-show de l'attraction. T'en rêvais d'appuyer sur ce bouton. Je voulais le faire. Voilà. Attendez ça. Et en gros, voilà. Attends une seconde. Alors, Futuroscope, on espère que vous appréciez quand même l'effort de programmation quand même sur le light show, parce que 5 minutes avant l'épisode, cet effet, il n'était pas prévu. Clairement. On a voulu faire la même chose, rendre hommage à votre pré-show qui nous a fait bien marrer. Il était marrant, ce pré-show. Il était génial. Et puis bon, ça fait c'est un chouette personnage ce mec-là. Désarme les stop. Voilà, c'est bon. Bah, je pense qu'il s'est dévissé. Voilà. Oui, alors on a probablement 5 minutes, mais par contre, c'est pas safety approved. Hein, voilà. Et donc en fait, il a créé une espèce de gros pick-up qu'il a transformé avec le système Venturi. En gros, c'est une ventouse d'aspiration. Le véhicule reste au sol malgré les forts vents causés à cause des tornades, etc. Donc c'est un peu, voilà, on t'explique vite fait qu'il y a des technologies dedans, même si on maîtrise pas tout. On sent que le mec le bricole tout le temps et dans la file d'attente, tu vois le véhicule justement. Tu vois le véhicule en train d'être bricolé et tu as le sponsor extrêmement discret de Isuzu qui est le modèle de la voiture. Au même titre que Pepsi était le sponsor très discret de Twister, parce que du coup, comme ils avaient plus de capteurs, ils ont pris avec des canettes de Pepsi. Et du coup, tu voyais le logo partout aller dans la tornade. Alors juste un petit truc, parce que tu parles de l'effet Venturi, enfin de l'effet Venturi, en réalité, c'est bel et bien une base scientifique. Alors bien sûr, elle est un peu tordue pour le truc. Il s'agit donc du coup de l'effet Venturi, qui est en fait un effet, sans rentrer dans le détail, qui en fonction de la vitesse de l'air à un endroit va créer une dépression, va donc permettre d'avoir des variations de pression. Et c'est un effet qui est utilisé dans plein de choses. Par exemple, quand vous faites le plein. Alors je sais qu'en ce moment, c'est pas nécessairement le truc qu'on fait le plus souvent. Mais si on est actuel. Si vous écoutez ce podcast dans 2 ans, ils vont se dire, mais il parle de quoi? Alors, on parle de la grève de gazole, etc. Grosso modo, l'idée, c'est que c'est un effet qui est utilisé notamment pour arrêter lorsque vous faites le plein. Vous avez remarqué que le pistolet s'arrête au bout d'un moment. C'est parce qu'en gros, quand tu remplis ton réservoir, vers la fin, puisque ça arrive dans un tuyau, l'air ressort plus vite et du coup, la pompe sait que c'est quasiment plein. C'est pour ça que quand vous regardez, faites le plein, vous avez à l'avant du tuyau de la pompe du truc, vous avez un petit trou à l'avant, vous avez un second tuyau qui reva vers l'endroit où vous avez le pistolet, qui en fait va réactionner le truc et va permettre de faire lâcher la sécurité, de fermer le truc si jamais la pression augmente. Enfin, j'ai pas exactement le détail, mais grosso modo l'idée c'est que c'est effectivement un véritable principe physique qui est utilisé là. Donc encore une fois, merci d'utiliser un véritable terme qui en plus est à peu près connecté aux idées, parce que ça peut développer la créativité et l'inspiration des gens. Merci le Futuroscope. Encore une fois, on avait dit qu'il y a un peu ce côté pédagogique, ludique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est la présentation des différents types de tornades, puisqu'il y a une l'échelle de Fujita, qui existe vraiment et qui classifie les tornades de F1 à F5. Et F5, c'est le doigt de Dieu. Pour ceux qui ont vu Twister. Et F1, c'est tu dors très mal, mais c'est des hôtels. Oui, c'est ça. Bon, disons qu'il va falloir que t'appelles le roi Merlin derrière, quand même. Bah oui, mais non, enfin bref. Mais en tout cas, oui, donc on a cette échelle de Fujita qui est expliquée dans la file d'attente. Je vais me mettre sur la caméra, c'est mieux. Et donc du coup, l'intérêt, c'est que dans la file d'attente, non seulement on va vous l'expliquer, mais en plus, ce sont des termes qui, comme dans Twister, vont revenir dans le vocable que le personnel du CEMEX, va réutiliser. Et donc du coup, ça vous permet, ça vous gratifie, parce que du coup, un truc, et encore une fois, des éléments que vous ne compreniez pas, que vous ne connaissiez pas avant, bah du coup deviennent compréhensibles après, vous permettent de comprendre l'histoire. Donc intéressez-vous aux petits posters qui sont là, parce que franchement, encore une fois, bah ça vous permet d'améliorer votre compréhension du show, et c'est encore une fois très bien. Donc de ce côté-là, je pense qu'on a bien compris que quand vous faites chasseur de tornades, vous en ressortez avec un peu de connaissances. Un petit peu. Mais là, curiosité, je pense aussi. Oui, aussi. Bah, j'ai entendu, j'écoutais un peu les gens dans la file d'attente, ceux qui étaient un peu intéressés par ce qui se passait. En règle générale, il y avait ce côté mais il y a ça qui existe. Je découvre des éléments, c'est intéressant. Et comme tout est ancré dans le réel, c'est-à-dire que c'est pas 100% fantaisiste, tu peux te sentir un peu concerné. Et c'est ça qui est intéressant, surtout à l'heure où on parle de dérèglement climatique et où les tornades se produisent en France, qu'on soit parfaitement d'accord. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en avait une, il y a quelques années. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ça arrivait. Dans Picardie, ça arrivait. Dans le Sud, ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'à mesure que le réchauffement climatique
et que les dérèglements se produisent, déjà, nous, dans nos climats, c'est tout à fait possible d'avoir des tornades. Elles sont arrivées dans les 80-90, celles-ci dont tu parles, même 2000, si je dis pas de conneries. Mais en plus, avec le dérèglement climatique, il est de plus en plus probable que des effets de masse d'air qui créent les tornades, donc air chaud qui remonte, hop, là, et du coup, permettent de créer ce genre de truc. Donc du coup, c'est pas totalement déconnant. Et comme le disait Rémi, je crois, ou je sais plus qui nous avait dit, mais je crois que c'est Rémi ou Yves qui nous avait dit ça, ils avaient préféré, ils voulaient à l'origine des cyclones. Non, c'est Rémi. Et en fait, tu vois, ils partaient sur la base d'un cyclone, sauf que c'est plutôt sur le littoral, le cyclone, comme phénomène. Donc, vaut mieux se baser sur des tornades en pleine terre. Donc, ça correspond mieux géographiquement et scientifiquement parlant à l'implantation du parc, là où il se trouve. Et je trouve personnellement que c'est plus impressionnant une tornade qu'un cyclone. C'est parce que tu vois ce fameux cône noir qui se déplace et comme c'est sur la Terre, oui, c'est visuellement plus attrayant, on le suit, c'est plus dynamique. Oui, clairement. Ouais. C'est vrai que la tornade a tu l'as dit, c'est une dynamique. Le cyclone est méga plus fort, mais par contre, c'est vrai que c'est tellement énorme qu'il est très facile de perdre l'intégralité du cyclone de ton champ de vision et de n'en voir plus qu'une partie. Alors certes, ça peut être impressionnant pour son effet d'échelle, mais là où la tornade peut vraiment partir à gauche, à droite, immédiatement, très rapidement, et vraiment avoir une dynamique qui la rend quasiment vivante et qui en plus en fait un bien meilleur élément scénaristique. Ah, clairement. Qu'un cyclone où ta trajectoire, on peut la prévoir 24 heures à l'avance. En général, des fois, des grosses tornades peuvent amener à d'autres petites tornades autour aussi. Tu peux avoir des sous-cyclones, enfin des sous-vortex. Bref, là, on met le doigt dans un univers météorologique qui est assez fou. Pour le coup, j'adore les tornades, c'est un truc que je kiffe. Quand j'étais plus petit, un de mes rêves, c'était de possiblement devenir chasseur de tornades. Et quand j'ai vu que ça payait pas, j'ai arrêté de rêver. Mais ouais, ça doit coûter cher une Isuzu. Mais bon, avec l'effet Venturi, faut casser le PEL. Il n'y a pas que le PEL. Il va falloir même faire l'emprunt avec ton banquier. Ton banquier va te regarder. Vous voulez faire quoi comme métier? Exactement. Alors on précise juste un petit truc aussi, tant qu'on y est, bien entendu, l'effet Venturi utilise ça comme étant un dramatic plot device, c'est un élément qui permet de faire avancer l'histoire, bien sûr, même si la base scientifique, la formule scientifique existe bel et bien. La réalité de pouvoir scotcher un véhicule comme ça au sol par cet effet-là, on n'y est pas du tout scientifiquement. Oui, on est dans la suspension consentie de l'incrédulité. Exactement. Mais je dirais que c'est même... Là, on commence à rentrer dans de la fiction, mais c'est... Même de la science-fiction, c'est de la je dirais. science-fiction, oui. Parce que ça devient la science-fiction. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Trombix, on sait que l'effet Venturi n'existe pas pour des véhicules de ce type. Voilà, on est un peu dans le futur. Et on est même un peu dans le retour vers le futur. Une bagnole trafiquée, avec de vagues notions scientifiques qui, justement... tiennent la route, mais on détaille pas trop. Et justement, c'est bien de garder ce mystère-là, tu vois, ça donne de la curiosité. Mais justement, tu cites Retour vers le futur. Un des éléments qui marche tellement bien dans ce film, justement, c'est le personnage de Doc, parce que c'est lui qui rend les choses crédibles, parce que on voit bien qu'il est en capacité de vraiment bricoler ce truc. C'est-à-dire que justement, quand tu prends des éléments du monde réel, c'est pour ça que les placements produits, quand ils sont bien gérés, ils te donnent une cohérence et un réalisme à un univers. Par contre, quand ça devient juste du regardez par exemple dans James Bond où t'as des trucs Sony, à des moments c'est un peu relou, mais ça crée quelque chose de finalement crédible parce qu'il utilise le même produit que toi. Et tu vois qu'effectivement ces gadgets sont pas si éloignés des tiens. Par contre, quand à l'inverse, tu vois un Amazing Spider-Man, désolé Andrew Garfield, qui fait ses recherches sur Bing, et où on a tellement envie que Bing soit affiché, qu'on te laisse Bing affiché et qu'on met la fenêtre du navigateur dans Bing. Non, là c'est du placement produit dégueulasse, ça ne sert à rien, c'est juste de la merde. Donc le truc c'est que là, les placements produits, encore une fois, et le fait qu'on ait vraiment des vrais produits, et dans le garage, si c'est parfait, t'as mis l'image tout à l'heure, voilà, dans ce garage-là, on voit des éléments qui sont, c'est des trucs qu'on peut trouver dans la vie. Donc ça donne un côté réaliste au fait qu'il a bricolé ça. J'adore, c'est totalement ma cam. Et puis c'est bien intégré dans la file d'attente parce que bon, il bricole le truc, c'est quasiment fini. Il y a le panneau Isuzu qui est un peu discret, voilà, c'est pas mis en plein milieu de ton visage, c'est toujours vraiment le garage, c'est dans le garage quoi, tout simplement. Et on voit aussi, il y a une espèce d'écran, en fait, il est dans un bureau, et en fait, ça fait une ombre projetée des personnages. Donc il y a du coup Alex Faure, exact. Et il y a sa partenaire, j'ai oublié le nom aussi. Alors je suis en train de retrouver justement le nom des protagonistes. Alors qui a un rôle très important aussi parce que elle est quoi? Elle est directrice du... C'est la directrice du CEMEX. La directrice du CEMEX. C'est elle qui paye les CEMEX. chèques. Voilà, donc c'est elle qui en gros a recruté Alex Faure, qui était un indépendant mais qui maintenant a été intégré dans le CEMEX, dans le lore un peu de l'attraction. Et elle en fait, elle a conçu justement le Trombix qui est censé créer cette détonation qui va stabiliser la tornade. Donc c'est leurs compétences qui unies font que ça peut marcher, c'est-à-dire que le truc il faut l'amener et Alex Faure il a les compétences pour ça. Exactement. Et un point qui est très important parce qu'encore une fois là on parle, si on compare par rapport à ce que le futur, vas-y. Mélanie Melville, voilà. Là, exactement. Et donc du coup un truc très important c'est qu'encore une fois quand on vous dit que le futuroscope apprend et fait évoluer,
On avait déjà des dualités de personnages. La plus récente, en tout cas celle dont je me rappelle personnellement, c'était celle de l'extraordinaire voyage. Du pré-show. Exactement. Ouais, mais elle était vraiment pas terrible. Elle était pas bonne parce qu'en plus elle n'apporte rien, alors que là ces personnages-là on les retrouve dans toute l'attraction. Voilà, c'est ça. C'est deux personnages on en avait parlé de façon à l'époque. C'est deux personnages qui en fait sont là juste au début et après on les revoit plus. Exact. Et en fait en gros c'est pour créer de l'humour mais c'est raté quoi. Surtout en fait le problème c'est qu'ils n'avaient pas d'enjeu, c'est-à-dire que l'un dans l'extraordinaire voyage était le pilote, l'autre était juste la responsable du centre, etc., etc. Donc en fait, on voit ce qu'ils apportent l'un à l'autre, mais on n'en a rien à branler parce que finalement, nous, on va quand même monter dans le machin à la fin, que ce soit en automatique ou pas. Là, dans ce qui concerne le CMX et le Trombix, etc., Mélanie Melville cherche à faire fonctionner le Trombix jusqu'à la dernière minute, mais elle a besoin du vecteur qu'est le véhicule d'Alex Faure. Donc ils sont complémentaires l'un à l'autre, et justement le fait que leur personnalité se chevauche et se cherche tout le temps font que ça remet en question même la mission elle-même. Donc il y a un enjeu à ce qu'ils s'entendent bien. T'as la patronne scientifique et t'as le baroudeur, voilà, un peu indépendant. Bah c'est ça en fait, c'est cette dualité de personnages qui entraîne le dialogue, le ping-pong verbal, et vu que ce sont pas des personnalités qui sont complémentaires, même si dans les faits ils travaillent ensemble, ce sont plutôt des gens qui sont très opposés l'un de l'autre, ce qui justement permet de créer cet attachement qu'on va avoir vis-à-vis des personnages. Certains vont se sentir plus proches d'Alex Faure parce qu'il y a ce côté un peu baroudeur, voilà, on s'identifie à celui qu'on et Mélanie Melville qui est vraiment la scientifique qui passe sa vie dans son laboratoire à trouver des solutions, à développer des technologies, mais qui est pas forcément du terrain, tu vois, elle est vraiment comme on dirait un rat de laboratoire quoi. Tout à fait. Et la rencontre de ces deux univers fonctionne très bien parce que là où l'extraordinaire voyage a raté son coup, c'est que on s'attache beaucoup plus à leur univers vu que tout est cohérent, mais en plus de cela ça va nous permettre de nous ancrer encore un peu plus dans le réel. On croit qu'ils existent, on croit qu'ils sont là, on croit vraiment qu'ils font leurs recherches parmi nous dans la file d'attente. Et là l'image que j'avais mis avec notre bon Bully, on voit que sur Bully. Voilà, avec l'effet d'écho, si vous voyez à notre droite il y a une sorte de mur où on distingue. Alors pour ceux qui sont sur SoundCloud, je vous le décris. Ça marche bien, oui. Vous avez une sorte de machine à café qui semble être un peu dans l'ombre. Mais en fait, c'est un écran camouflé dans lequel on voit Alex Faure qui de temps en temps fait du bricolage, va et vient. De temps en temps, c'est Mélanie Melville qui vient interagir pour rajouter des éléments de science ou des informations pratiques. Comme c'est un tableau vitré, en fait, on voit par ombre chinoise qu'elle dessine dessus. Et voilà, c'est censé être éclairé par derrière et tu vois le projecteur derrière justement. Tu vois pas le projecteur vidéo mais le projecteur de lumière sur la vidéo. Voilà, qui est censé éclairer le tableau. Donc toi tu le vois bien, donc ça fait cohérent. Et voilà, et ce que je veux pousser par là, c'est que on n'est pas sur justement on vous projette sur des télés classiques et une fois qu'on est plus loin dans la file d'attente ils disparaissent. Là, ils sortent du média pour nous faire croire qu'ils existent dans le monde réel et ça va encore pousser la blague plus loin dans l'attraction, on va vous le dire après. Mais là pour le coup, c'est là que je trouve que c'est génial. Ils ne se contentent pas de placer des écrans et de dire ils sont parmi nous et on avance l'histoire. On casse cette logique d'écran pour nous faire croire que littéralement ils sont dans le bâtiment. Ça marche plutôt bien parce que autant au début on a des écrans, on voit leur ordinateur, on passe dans le bureau de l'un et de l'autre. Elle, on la voit aussi faire ses expériences comme si elle était à distance parce que fallait pas. Je pense qu'il faut rester un peu éloigné du Trombix quand il est en mode test. Et en fait après justement on a ces scènes où ils sont censés être parmi nous et tu as cet effet de projection avec aussi la spatialisation du son qui est intéressante aussi, pour faire croire que voilà il y a des trucs qui bougent, etc. Exact. Alors je me permets d'ajouter un petit truc aussi sur les personnages et sur leur écriture parce que au tout début quand tu écoutes les messages qu'ils se laissent les uns les autres, parce que tout marche au tout début par une logique de messages interposés. Et au tout début tu te dis ouais ils sont dans les clichés. C'est-à-dire le laboratoire qui est en mode je suis pas à l'aise, ça c'est une caméra, etc. Et le baroudeur en mode vas-y je pose mes couilles sur la table, etc. Clairement, hein, on est d'accord. Mais à mesure que la file d'attente va évoluer, à mesure que même le pré-show va se dérouler, on va se rendre compte que les personnages ont certes cet ancrage de clichés, mais ont quand même des caractéristiques différentes. Par exemple, Mélanie Melville, qui est capable de vanner en retour, donc il n'est pas si timide que ça. Alors qu'en général, le cliché du scientifique, c'est le timide de... Oui, elle a du caractère. Elle a du caractère. Les deux. C'est pas une femme faible, quoi. C'est une femme forte. Non, et puis surtout, ils ne sont pas uniformes. Je veux dire, il n'y a pas qu'un trait de personnalité qui les caractérise. Ils ont tout leur univers, leur bagage, leurs connaissances, puisque dans la file d'attente, dans les différentes vidéos avant qu'on ait leurs échanges dans les bureaux, on apprend que effectivement Alex Faure était un chasseur de tornades indépendant qui menait sa vie
et qui avait développé le Bully de son côté, et que Mélanie Melville travaille sur le Trombix depuis des années. Ça fait longtemps que c'est une technologie en développement. Donc ils ont développé leur background, chose que dans d'autres attractions. Par exemple, il faisait beaucoup de voyages avec du parachutisme dans des canyons, des trucs comme ça. Ça va resservir plus tard. C'est ce qu'on voit dans la file d'attente. Et ben c'est ce qu'on a. Voilà, le fameux premier fusil de Chekhov, c'est dans un moment Son donné. Diplôme. C'est un diplôme de parachutisme qui est dans son bureau et on se demande pourquoi est-ce que c'est placé là alors que le reste parle de tornades et de recherche scientifique. Clin d'œil, vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc moi, ce que j'adore, c'est tout ce lore qui est développé autour de nos personnages, qui ne sont pas, n'existent pas qu'au travers de l'attraction, mais qui ont vraiment un vécu. Et c'est encore plus poussé dans l'attraction en elle-même, le ride, puisque on va développer la vie de Alex, on va découvrir que Mélanie a un peu le béguin pour un des personnages. Je vous dis après pourquoi. Bref, tout ça montre qu'il y a de la vie dans cette attraction et que même si nous sortons de leur histoire, l'histoire à eux, elle continue. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé génial. Exact. Et là, je pense qu'on va arriver petit à petit, parce qu'on évolue dans cette file d'attente, et en même temps que cette file d'attente évolue, les conditions météorologiques à l'extérieur évoluent. Elles se dégradent. Et justement, on nous apprend qu'il y a, au fur et à mesure, on apprend que... Alors, on peut spoil, je veux dire, derrière, on va quand même parler du truc. Donc, déjà, comme tu as dit, on a à un moment donné, on arrive dans un tout petit couloir de file d'attente où il y a de la projection sur une sorte de planisphère, et on découvre qu'une cellule orageuse est en train d'arriver. Alors, prime abord, on peut pas comprendre ce que c'est, parce que si on n'est pas météorologiste, on voit du rouge, on voit de la toponymie, on comprend pas. Mais si tu connais un peu une carte, tu te rends compte que en fait c'est la zone de Poitiers. Ou si t'as déjà utilisé Windy aussi, parce que c'est là en fait c'est l'hygrométrie, c'est la carte de précipitation. C'est la même chose que vous avez sur l'application Windy, enfin sur le web service Windy. Quand vous allez dans un parc, que vous voulez voir s'il y a de la flotte, vous affichez le radar météo et c'est un radar météo que vous voyez. Et ça vous donne le pourcentage. Donc, Windy, de probabilité. Tout WINDY et pas Wendy, c'est pas. Et tu peux avoir l'historique du déplacement du nuage pour savoir si ça va venir sur ta gueule ou pas. C'était très pratique aux États-Unis quand on traversait des grosses tempêtes. Exact. Pour savoir si ça valait le coup de rester dans le parc, si ça allait pleuvoir jusqu'à la fin et que tout allait rester fermé, ou si du coup valait mieux se barrer, tu vois. Exactement. Donc c'est bien parce que du coup vous allez revoir cet élément-là à l'usage, bien sûr, trafiqué. Pour le coup, pour l'occasion, mais c'est le même principe. Et là où c'est intéressant, donc je me permets de réembrayer là-dessus. Je te laisse enchaîner. C'est que du coup, on avance dans la file et petit à petit, on entend des messages comme quoi il est question, enfin, on se pose la question si la conférence à laquelle on doit assister pour la présentation du Trombix va être maintenue parce que ça devient vraiment chaud dehors, etc. Et donc du coup, petit à petit, ça se dégrade à mesure que vous avancez dans la file et que vous n'avez aucun point de repère sur l'extérieur, si ce n'est les caméras de sécurité qui montrent la file d'attente. Qui montre des portions antérieures de la file d'attente de là où tu te trouves en général, c'est qu'on approche en fait du pré-show, enfin du groupeur qui nous envoie au pré-show. C'est là en fait où les différentes salles VIP, coupe-file et file d'attente stand-by se rejoignent et on a sur cet écran, on voit le début de la file d'attente avec justement les gens qui paniquent parce on voit de l'eau et du vent rentrer, des gens qui paniquent, les mecs qui disent bon on va évacuer cette partie de la file d'attente, tout ça, et ça s'enchaîne plutôt bien avec le pré-show, donc qui est dans une espèce de grande salle et qui est complètement fermée et qui donne accès justement au centre de conférence, et ça on n'en avait pas encore parlé jusqu'à ce que tu le cites. On est venu pour assister à une conférence, ce qui du coup justifie aussi le ride system de l'attraction, et ça c'est génial, c'est-à-dire pourquoi on est dans une salle circulaire, etc. Donc ça ce sera le main show. Pourquoi on est assis aussi. Voilà, pourquoi on est assis, voilà. Et donc on arrive dans cette conférence salle avec des ceintures de sécurité, bon, avec des lab-bars, avec des lab-bars. Et en fait dans la salle de pré-show, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une porte qui est censée donner vers l'extérieur, qui est derrière nous, mais malheureusement l'effet est un peu mal réglé. Je pense que ça peut être mieux fait, qui en gros diffuse du son et on entend justement du vent et de la pluie qui tapent contre la porte. Oui. Mais je te laisse enchaîner sur le reste du pré-show. Là, tu as très très bien décrit la séquence d'entrée du pré-show que je trouve géniale. Oui. Et c'est en fait, le pré-show, on va pas trop révéler quand même parce qu'il faut un peu de suspense. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est là que le Futuroscope nous a littéralement scotché. C'est que on pourrait simplement avoir de la projection sur une surface, faire un fantôme de paper, faire juste des écrans enchaînés les uns aux autres. Non, parce que là le Futuroscope, il y a du Musion, Musion, il y en a. Oui. Mais là c'est commun. Je veux dire maintenant c'est quelque chose de quelconque et même projeté sur des surfaces, tout le monde sait faire. Ah oui, regarde pour en revenir au truc de la file d'attente qu'on voyait à côté du Bully, la même technologie et la même technique plutôt est utilisée au pré-show de Attention Menhir.
Oui. Ah bah avec oui. les tentes des Romains, voilà. Donc Bah c'est oui, pas bien nouveau. Mais là, ils ont rajouté leur petit plus. Un petit plus qui fait pour moi toute la différence, c'est qu'il y a des acteurs en chair et en os qui sont sur scène. Et qui sont les opérateurs de l'attraction. C'est une Bah, position. le jeu, ouais, ça commence par un opérateur qui, en gros, interagit avec les personnages qui sont derrière cette baie vitrée. Voilà, ce qui est génial, c'est que l'opérateur qui nous installe dans la salle de la file d'attente monte sur scène pour présenter le début de ce que va être la conférence, et Mélanie Melville entre en scène, nous explique que tout n'est pas forcément prêt, et à ce moment-là, elle se demande, mais à ce moment-là, est-ce que Alex Faure peut pas lui aussi faire sa petite présentation, comme ça moi je termine mes bidouilles et c'est bon. Et le comédien opérateur va partir à la recherche de notre Alex Faure national, et c'est là que c'est fortiche, parce que à un moment donné, donc on va vous faire la blague dans 2 secondes, il va y avoir la présentation de... Allez, tu peux appuyer dessus. Bully. Voilà. Présentation de Bully, ouais. Avec tous ces effets, mais comme dans le pré-show, c'est-à-dire que pendant quelques instants, tout passe au rouge, c'est l'effet waouh, vous avez vu, c'est une technologie Et en plus, révolutionnaire. il fait ça un peu pour en gros, elle parle de son Trombix, moi je vais parler de mon truc qui est encore mieux. Et Voilà. C'est vraiment le concours de celui qui est la plus grosse, quoi. Ah oui, Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement. Exactement ça. Attends, je vais Bataille vérifier. d'ego. Et là que je trouve génial, c'est que là où ils auraient pu s'arrêter, puisque Alex apparaît dans une forme de fantôme de Pepper, le comédien arrive sur scène. Oui, Mais et surtout, alors attention, surtout, c'est elle le remet à sa place, elle fait au lieu de montrer ton truc, tu peux pas nous faire la démonstration. fais une de la démonstration. tornade. Voilà. Vous vous rappelez, on a parlé un peu plus tôt d'une tornade aquatique, enfin une sorte de vortex aquatique. Mais il y en a un autre qui est montré dans le pré-show, dans laquelle vous allez pouvoir voir une tornade. Alors pour le coup, ça fait que de la fumée, il me semble. C'est une tornade plein air, donc c'est un générateur de vortex air. Donc c'est beau aussi, c'est très C'est beau esthétique. aussi, c'est sympa. C'est une variation pour montrer une tornade en volume. Et puis c'est physique, c'est dans la pièce, c'est devant toi. C'est Après, un- c'est c'est pas, vrai, ouais. c'est pas la simulation la plus impressionnante, Encore une mais fois. ça remplit son office. Et encore une fois, ils auraient pu faire le truc de le faire dans le enfin dans le En, Million ou en Bah vidéo, oui, tu vois. en même vidéo. en vidéo. Mais non, on le fait en physique. Du coup, le comédien sort, mais Alors petit Alex plot twist. avant a mis le casque. Un Donc, casque il de faut- sécurité, un casque de ouais. Il est protégé parce qu'il est à côté du vortex. Voilà. Donc du coup, on ne voit pas, Son visage. on voit pas son visage, Mais il a la mais on tenue. voit la carrure, les fringues, etc. Donc très bien, bon raccord. Et ce qui fait que, en plus, le son, comme tu l'avais dit tout à l'heure, Val, est spatialisé aussi dans le pré-show, ce qui donne l'impression qu'il nous parle, parce que les enceintes dans laquelle la voix de Alex sort n'est pas la même que lorsqu'il était dans la salle de présentation plus tôt. Là aussi, ça renforce cet Voilà, effet. et ça me rappelle un petit peu Martin Short à Cinémagique quand Tout à fait. voilà, il recevait le coup de fil dans la salle, t'avais des enceintes qui étaient positionnées au niveau des sièges en bas, à gauche ou à droite, il y avait les 2 variantes au cas où il changeait de place, et ça permettait justement de donner ce côté très crédible, genre ça se passe là à côté de nous. Et là, j'imagine que l'enceinte elle doit être genre juste en dessous de la scène ou un truc comme ça, sur laquelle il marche. En fait, il y a vraiment une pré-scène et ensuite la porte, et derrière cette porte, il y a l'écran, etc., où il y a toute l'animation. Voilà, qui est une sorte de bureau bunker un peu sécurisé. Et une fois que cette présentation est finie, bah là, ça y est, on arrive dans le fort de l'histoire, c'est-à-dire C'est le bordel. ça, le bordel débarque au Futuroscope Oui, parce et que du coup, la salle de conférence, un truc Alors, très important, juste est avant- importante. Alors juste avant que tu parles de la salle Oui. de conférence, on nous dit que ça y est, il y a quelque chose de grave qui arrive au Futuroscope, et plus précisément juste à côté, puisqu'il va falloir qu'on soit évacué. Et à ce moment-là, les 2 chercheurs disent c'est l'opportunité, c'est l'occasion qu'on attendait pour tester Trombix en conditions réelles, et plutôt que de nous envoyer dehors dans la catastrophe qui nous attend, on va nous envoyer en sécurité. Je te laisse continuer. Exactement. On spoil à fond, hein. Donc à partir de maintenant, si vous voulez avoir la surprise, nous on raconte Là, tout. c'est mort. Là, c'est mort, voilà, parce qu'effectivement, la salle de conférence s'avère être également un bunker assez sécurisé. Et donc, du coup. Ah, mais même avant ça, il voit que la tornade c'est une F5 ou c'est une F4, je sais plus. C'est une F4, il me semble. C'est ouais. une F4 et ils ont une vue satellite. Et en fait, le truc se déplace sur Poitiers. Lui, il est trop excité au début. Il dit, mais attends, calme-toi, c'est quand même dangereux, etc. Et au final, il se rend compte que ça va vers sa maison à lui. Eh oui. Et du coup, il y a sa Suzy. Eh ben, il faut qu'il aille récupérer Suzy. Aïe, aïe. Mais qui est donc Suzy? Réponse dans quelques instants. quelques Merch. instants. Alors, on va dire ça parce que. C'est ce que je viens de dire Ouais. est totalement, totalement valide. Voilà. Alors c'est vrai, C'est totalement factuellement, de mauvais mais goût, mais vous, totalement mais valide. vous ne savez pas encore. Avec Mais quand oui. même, du coup, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, son prénom. De qui? De Mélanie Melville? Mélanie, ouais. Oui, Et du coup, Mélanie, ah bon, tu as une fille? Parce que bon, il a un certain âge, il a la quarantaine, presque bien tassée, on va dire. Oui, voilà. On a dit, ah bon, tu as une fille, tu sais, question à peine innocente. Voilà. Voilà. Et donc, comme tu l'as très bien dit, Greg, ça y est, nous entrons dans la salle sécurisée en attendant que la tempête passe et en attendant qu'on puisse nous présenter tous les équipements du CEMEX.
Et ça tombe bien, parce que là, ça y est, à partir de maintenant, nous commençons l'expérience, puisque avant même que les portes ne se referment, avant même que tout commence à s'activer, il y a déjà un effet de show qui se déclenche. C'est la porte centrale qui se déverrouille pour nous révéler le bully prêt à partir sur le terrain. Et voilà, et ça c'était un truc très malin de la part du Futuroscope, c'est qu'en fait il y pendant a qu'on deux s'installe. lancements. Et oui, il y a un premier lancement qui est juste un top que les opérateurs peuvent donner quand la salle est en train de se remplir pour faire patienter les gens. Donc il y a déjà un premier petit show, enfin bully qui se révèle avec juste une ouverture d'écran, etc. Le temps que les gens arrivent. Et lorsque tout est installé, vérifié, verrouillé, ils peuvent vraiment lancer le show, mais on a déjà quelque chose qui s'est passé devant nous à ce moment-là, et donc du coup c'est cool. Et je rappelle que c'est un vrai bully, c'est toujours pas de la projection, c'était un vrai 4x4 qui est posé sur la scène. Il y a une structure en dessous motorisée. Oui, voilà. Hein, Alors là, sûr, c'est un peu il est technique, pas, mais il ouais. n'est pas motorisé par son propre. Il n'y a pas de moteur dans ce Non, truc-là. il est allégé au maximum. Mais il y a tout un effet qui va se déclencher quand l'attraction va commencer, qui est vraiment fun. Et il y a ce léger voile de fumée qui est au sol, qui cache les infrastructures, et tout s'active. Et à ce moment-là, il y a aussi notre Alex Ford physique qu'on avait vu dans le pré-show, qu'on va retrouver dans le main show, qui cherche les clés pour lancer Bully et pouvoir partir à la recherche de Suzy. Choix très judicieux justement, c'est dans le pré-show, il est un peu habillé comme un schlag avec sa doudoune et puis son gilet à capuche, et là en fait il met sa capuche puisque c'est la tempête, tu vois, et que la tempête tape contre les volets qui sont un écran en fait derrière lui, qui sont le fond de cette petite scène là. Le vent tape, etc. On sent que voilà, ça commence vraiment à être la tempête dehors, donc il a mis sa capuche, tu vois, donc et il passe, mais on le voit que de profil d'eau, trois quarts de profil, tu vois. Donc on voit pas son visage, et ça pareil, il va courir, il va chercher ses clés de voiture, etc. et il va rentrer dans la bagnole. Ouais, et c'est là qu'une fois qu'il est monté à bord, que tout est sécurisé, que les opérateurs ont fini la séquence d'embarquement. L'opérateur a un bouton à appuyer dans la bagnole pour valider qu'il est bien présent, et à partir de là, ça lance la suite du show. En fait. Voilà, et les opérateurs dans la scène s'assurent que les rangées sont bien remplies, que tout le monde a bien baissé le harnais, et que les portes d'entrée et de sortie sont verrouillées, parce qu'il y a plein de sécurité. Parce qu'une fois que c'est lancé, c'est là qu'on sent qu'il y a de la technologie derrière. Ça enchaîne très vite. Ça patate une fois que c'est lancé. Regardez-moi cette plateforme, bordel de merde. Regardez-moi ce truc, ce système. Donc c'est un motion theater de Dynamic Attraction, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Imaginez donc vous êtes dans un gros amphithéâtre circulaire. Vous êtes tous sur des grosses rangées de sièges avec vos lap-bars. Et en fait, le sol va se dérober en fait autour de ce gros cercle, la grosse plateforme sur laquelle on se trouve. Celle-ci va se surélever et tourner sur elle-même. Elle va créer des mouvements en fait haut, bas, bon relativement légers. Hein. On va dire que c'est du jeu de 1m50, peut-être 2 mètres grand maximum. Quand t'es à l'arrière, ça va être 2 mètres. Voilà, donc tu te fais chier, Greg. Je revois le truc, je me dis waouh. Non, tu repenses au confort des sièges parce que c'est vrai qu'ils sont très confortables. Alors pour ceux qui sont sur YouTube actuellement, vous voyez le show qu'on a filmé à l'époque, et pour ceux qui sont sur SoundCloud, donc là vous vous rendez compte de l'infra qu'il y a derrière et qui permet de rendre le show crédible, puisque une fois que tout est déclenché, le fameux Bully que vous voyez actuellement à l'écran part du bureau du CEMEX, va dans l'écran techniquement comme si nous vivions son départ. Puis après il revient récupérer la meuf aussi, enfin voilà. Voilà, il y a toute une mise en scène, et là surtout, c'est là que vous le voyez à l'image si vous êtes sur YouTube, le véhicule réapparaît sur une scène ultérieure où il va chercher la fameuse Suzy, notre Alex Ford. Et ouais, en fait, Suzy, c'est pas sa fille, c'est sa petite chienne. Voilà. Il est fier de sa vache. Voilà, Mélanie, comme ça, elle est fière de sa connerie. Mélanie, elle est pas trop jalouse. Non, voilà. mais tu vois, cette scène qui en soi n'apporte rien à l'histoire, puisque ça ne fait que rallonger la durée du show. Ça rajoute quand même le petit gag, parce que voilà. On se dit merde, il y a la vie de quelqu'un en jeu. Il vient de traverser une route super périlleuse avec des tornades. Bon, il y a eu des séquences aussi avec un camion citerne sur l'autoroute, tout ça, tout un merdier. Et au final, c'est juste pour récupérer son petit chien. En plus, tu vois le mec qui sort du 4x4, qui va récupérer une grosse peluche du chien. Ça se voit que c'est faux, mais en fait, c'est rigolo, quoi. Ça passe. Marche. Et surtout, ça marche très très bien. Pourquoi? Parce que ça marche très bien, un peu comme la vache de Twister, quand il y avait l'attraction Twister. Oui, c'est ça. On voit cette vache. C'était le truc le plus pété de toute l'attraction, c'était la vache factice accrochée à des câbles qui tournent sur elle-même dans la tornade, et en fait ça faisait marrer tout le monde et c'est devenu le truc culte. Là c'est à peu près le même niveau avec le petit chien, quoi. C'est ça, la petite chienne. Et ce qui est très bien justement, et du coup ce qui est génial ça te fait rire quand je dis. Non mais t'aimes bien le dire, hein, la petite chienne, voilà. Mais ce qui est très bien en fait là-dessus surtout, c'est que là encore une fois la conception est géniale. Pourquoi? Parce que en réalité bien sûr la scène de départ dans laquelle vous avez le Bully, il y a un rail qui se trouve, enfin, il y a une trouée avec le rail qui se trouve en dessous qui permet de faire bouger le véhicule. Et en réalité, la scène suivante, celle que vous voyez actuellement à l'écran, se trouve
juste quelques mètres plus tard. Et donc, du coup, vu que la plateforme peut tourner à 360 degrés et que vous ne voyez pas les connexions entre les écrans, parce que quand c'est refermé, c'est un écran Oui, tout voilà, plein, vous êtes dans une salle perdez le circulaire nord. entourée d'écrans. Évidemment, ça, on Exact. l'a pas dit. Et en fait, quand le 4x4 repart, l'écran se referme, comme tu l'as dit. Et en fait, l'écran qui nous entoure devient comme un écran de cinéma, mais on se croirait dedans parce que autour de nous aussi, enfin, au-dessus de nous, on a beaucoup de ventilateurs, des effets de lumière, de spot, voire de bruine qui tombent sur nous parce qu'on est dehors, on est dans la tempête, donc ça souffle, il y a de la flotte, etc. Après, c'est un niveau raisonnable de flotte parce qu'il faut pas non plus que ça sente le moisi dans la pièce au bout de 2 jours. Non, et puis surtout les infrastructures, je pense qu'elles aimeraient pas l'eau à Ouais, terme. voilà, c'est C'est ça, pas il y a un quand flou, même quoi, beaucoup, ça va. c'est quand même des écrans LED un peu partout. Donc faut pas non plus que ça aille dans tous les sens. Et le mélange écran et du coup éléments physiques vraiment tangibles qui rentrent dans la pièce de façon discrète parce qu'à chaque fois l'écran va s'ouvrir quand nous on sera orienté vers une autre portion en fait où il y aura de l'image et derrière nous ça va commencer à s'ouvrir parce que c'est pas non plus, c'est des systèmes assez lourds quand même, ça on pourra vous le montrer, on a des vidéos qui vont peut-être popper. Si tu veux, je les mets maintenant. Oui, pas de voilà, souci. c'est ça. Attends, on va les mettre, les vidéos, pas de souci. Et on vous montre en fait, voilà, on voit le mécanisme de l'écran qui est quand même archi lourd, donc ça met du temps et en fait, Ça, c'est une on porte-écran, ça. voilà, c'est ça, on est temporisé par d'autres, par déjà la vidéo. Les effets de mouvement de la plateforme, plus aussi là à ce moment-là avec le camion citerne, t'as des effets d'explosion, enfin ça projette de la fumée avec des spots au moment où c'est synchronisé avec des explosions qui ont lieu dans le film. Et tout ce combo-là, en fait, c'est vraiment, on est submergé en fait de sensations et on se rend pas compte en fait des ficelles derrière. Seulement quand on le fait plusieurs fois, évidemment. Mais c'est Ou ça comme, qui est- c'est comme ça nous, qui est- comme on est des gros connards, on tourne la tête pour voir ce qui se passe derrière. Oui, mais parce Ah ouais. qu'on a envie de comprendre. Mais mine de rien, c'est là que l'attraction est très puissante. C'est que c'est pas juste un simulateur avec un écran devant toi et des effets de mouvement. C'est qu'il y a aussi des effets de sens sensoriels avec la fumée, avec l'eau, avec le vent. Et le vent, il envoie quand même de la patate. Oui. Et il y a aussi des effets qui n'étaient pas activés lorsqu'on y a été, mais malheureusement, Ouais, normalement, ils devraient avec fonctionner. une pièce qui est arrivée, enfin en gros, elle est arrivée quand nous on est partis. Mais Ça en qui est un gros, peu con. Dommage. les fameuses explosions du camion qui étaient montrées tout à l'heure en vidéo, c'est censé être un effet très spectaculaire là aussi pour le public, puisqu'on est censé recevoir la fumée dans la tronche ouais. pour avoir la sensation que l'explosion nous arrive dessus. Donc imaginez un peu une fois que tout fonctionne, quoi. Et surtout, un truc très important, encore une fois là-dessus, c'est que cette attraction-là, ces effets-là sont permis par le fait d'utiliser de la LED et de l'écran LED. Parce que l'écran LED va émettre lui-même la lumière, alors que s'ils avaient fait ça en vidéoprojection, en projection vidéo normale, t'aurais tous les faisceaux, tout ce qui est fumée, light show, aurait bavé dessus, on n'aurait rien vu. Oui, bah c'est pour ça on en C'est discutait avec d'ailleurs un Rémi problème, Caudron. c'est un des problèmes qu'il y a sur le cube d'ailleurs, parce que les mystères du cube avaient aussi quelques effets de light show qui parfois bavaient sur un écran et faisaient qu'on Ouais, on voyait la toile blanche. C'était un spectacle fait avec le cube, donc. Ah, Mais là, justement, on en on parle. verra ce que vous allez faire pour Voilà. renouveler le Voilà, Futuroscope. ouais, On attend de voir ça. On vous attend au tournant, attention. Hein, ne décevez pas parce que là, le doigt est sur la gâchette du fusil à Et le pompe. bouton là, si tu veux. hein. Et en fait, c'est écouter l'épisode. Rémi en parle très très bien de toute la technique, de la machine qui est énorme aussi, qui supporte quand même le poids de tout le monde. Et on a eu la chance d'accéder au sous-sol pendant un spectacle et on peut vous dire que c'est assez impressionnant. Pour ceux qui regardent en vidéo, bah vous voyez, Il y a les visiteurs et les rangées de une- sièges au-dessus. hein. voilà, Vous une avez l'idée, hein. structure circulaire sur rail amovible avec 3 points d'appui qui permettent justement de faire pencher toute la structure, de varier la vitesse, etc. Alors évidemment, un truc comme ça, il faut aussi calculer, et ça a été fait de façon très intelligente avec le film pour que ce soit synchronisé, parce qu'il y a de la rotation des fois qui a lieu alors qu'on est dans un endroit fixe. Mais ça, c'est le temps que la plateforme ralentisse parce qu'on peut pas la stopper net. Sinon, on L'effet se fait- d'inertie, oui. Voilà, Tout le sinon monde on prend- s'éclate tout le la monde prend tête. dans- 16G, c'est ça. Non, mais il y a l'effet d'inertie, comme tu le dis, mais c'est aussi pour d'un point de vue mise en scène, parce qu'il y a certains endroits qu'on doit cacher à ce moment-là, parce que soit l'écran de LED se relève, ou parce qu'il y a des effets qui ne sont présents que dans ce bloc-là de la scène. La plateforme tourne, mais la scène a l'air d'être statique. Et c'est ça aussi que je trouve incroyable, c'est d'avoir maximisé l'exploitation du lieu, pour que d'ailleurs on ne se rende pas compte si on tourne ou si on est à plat statique. Le seul problème que ça a, mais là malheureusement bon, c'est le Techos qui parle, mais le seul problème c'est que du coup ça occasionne du flou de mouvement, puisque malheureusement quand la plateforme est en train de tourner et que les écrans, en fait, l'image en face de vous tourne en même temps que la plateforme, vous donnant l'impression que dans votre référentiel vous ne bougez pas,
Le problème, c'est que les LED, elles défilent. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de netteté Ça dépend. horizontale. Et donc, il y a des moments ça auxquels dépend. vous voyez bizarrement que c'est flou alors que ça bouge pas. J'ai envie Mais de dire bon. que le flou ne dérange pas dans certaines scènes parce que quand on est dans la tornade et que c'est le sbeul, Oui. bon, c'est pardonnable, on peut comprendre que c'est peut-être la pluie, etc. Mais d'autres qui sont plus clairs quand justement la tornade est dégagée, qu'on est plus en intérieur, tout ça. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est une contrainte, faut faire avec. Je trouve ça plutôt réussi, tu C'est vois, parce réussi. que pour avoir fait Flight of Passage, Animal Kingdom, qui est de la projection sur écran fixe, bah, c'était flou quand même. Voilà, Donc, oui, bah oui. Voilà. Mais donc là, j'ai ouais. plus de tolérance pour ça, qui en plus, qui est quand même une première. Donc bien Ah, joué. clairement. Non, puis en plus avec les contraintes. Et comme vous l'avez vu sur les vidéos, bah d'ailleurs pas que les nôtres, hein, parce que Étienne et d'autres EDB ont pu déjà sortir leurs vidéos à propos de Chasseurs de Tornades il y a quelques temps. Vous avez remarqué certainement, d'ailleurs vous avez vu aussi sur notre vidéo, on va la recaler vite fait, histoire que vous voyez le truc. Mais lorsque justement le ride est en train de tourner, il y a des phases, il y a des parties justement de l'image qui sont au noir. Par exemple à l'arrière, vous voyez la zone là noire pour économiser les LED, parce qu'évidemment, bah il faut bien se dire que là, il y en a pour combien, 1,5 million de LED si je me rappelle bien. J'ai plus le chiffre en tête pour le coup, je vais pas Je sais m'avancer. plus, mais Mais c'est c'est une belle extrêmement somme. cher, ouais. Ouais, Il y a ouais. une grosse somme en tout cas, et évidemment comme ça ça fait- représente une grosse Oui, mais- consommation électrique aussi. Donc si on peut Alors les ça- éteindre, c'est tant mieux, Oui, pas mais les couper. Ça, c'est un point de vue technique, mais il y a aussi un point de vue artistique. C'est beaucoup plus Ouais. simple de produire non pas 360 degrés, mais 270, 180 degrés, parce que ça veut dire qu'il y a des séquences qui n'ont pas besoin d'être rendues. Une fois que le film est Là, t'as produit, un quart de l'image qui n'est pas rendu. Surtout, on est sur du rendu qui est photoréaliste. Donc, Oui. effectivement, le temps de calcul et donc le prix eh oui, de production du film est d'autant plus grand. Par contre, c'est vrai que ça implique un énorme effort de pré-production pour savoir exactement dans quel sens sera placée la plateforme avant. Parce que si jamais on se rend compte que merde, ça ralentit pas assez vite, etc., on n'a qu'une très petite marge d'erreur puisqu'il y a des éléments du film qui ne sont pas rendus. Donc, du coup, il fallait être sûr de soi avant. Mais Et puis- heureusement, mais, aujourd'hui, on et a ça des aussi- prévises, on a des tas de trucs. Et ça a aussi l'avantage de permettre justement, parce que quand on arrive dans cette pièce-là, tous les écrans sont déjà allumés. En fait, entre deux spectacles, entre la sortie et l'entrée de visiteurs, les écrans sont allumés en mode on est dans le bunker du centre de conférence. Je pense aussi que le fait que les dalles comme ça s'éteignent, ça permet aussi de refroidir un petit peu de temps en temps le système. Même si c'est très minime, mais bon, ça soulage un peu, j'ai envie de dire. Bah, ça soulage aussi certainement il y avait un truc qu'on avait eu justement lorsque, hop là, désolé, ça c'était l'instant moi seul. Désolé. Il y a aussi un autre truc qui joue là-dedans, c'est que dans du premier show quand on l'a fait le matin, j'avais remarqué qu'il y avait des grosses saccades. C'est-à-dire que l'image n'était pas fluide, le film n'était pas fluide. Et ça, bah oui, je voyais l'image saccadée, ça me gênait. Après, dans les autres shows, il n'y a plus le souci, donc je pense que le problème a dû être résolu. non, Peut-être un refresh, un truc, mais c'est ou un comme relancement. c'est comme l'informatique. Le matin, tu le lances, l'ordinateur, il a pas eu son café, donc forcément, il est T'es un pas peu, content. voilà. Ou alors il lit pas correctement Ne le média. Allez savoir. mettez pas de café sur votre carte mère. C'était une façon de surtout parler. Dans un port Sinon- USB. Sinon, alors bon, Non, mais astuce nettoyage du jour. Si jamais ça arrive, c'est facile. Vous nettoyez, enfin, vous éteignez votre ordinateur, vous enlevez la batterie, vous dégagez tout ce qui peut avoir du courant, vous passez tout ça à la flotte, vous laissez ça sécher tout ouvert pendant 24 heures, à éventuellement un petit coup de sèche-cheveux, mais très très lointain. Et vous refermez et vous priez que ça redémarre. Mais il n'y a pas 36 solutions. hein. Avouez, hein, vous ne vous attendiez pas à avoir des conseils informatiques dans un épisode consacré à Chasseurs de Tornades, hein. Voilà. Merci Greg. Non, Pas de soucis. mais non, mais Rémi nous l'a dit et il l'explique, je crois, dans l'épisode qu'on lui a consacré, c'est qu'effectivement il y a un système informatique monstrueux qui est derrière pour tout faire fonctionner. Il y a même plusieurs ordinateurs qui circulent en même temps pour faire les écrans. Et c'est toujours en cours de rodage, j'ai envie de dire, parce que à part l'utilisation de façon intense quand il y a du public, etc., tu peux pas te rendre compte s'il y a des éléments qui en parasitent d'autres, avec l'informatique, les lumières, la grosse machinerie, etc. Ils ont eu quelques soucis qu'ils arrangent au fur et à mesure. Oui, Exactement. Rappelez-vous de vos cours de chimie ou de physique. Qu'est-ce qu'il disait, le prof? Il disait que si tu varies plusieurs paramètres d'une équation en même temps, tu peux plus rien déterminer. Bah oui, donc il faut faire un à la fois. Et donc là, vu la complexité du système entre effectivement la plateforme, les vidéos, les systèmes de contrôle et de sécurité, les portes, etc. Bah oui, bien sûr. Mais concrètement, ça reste une réussite. Hein, mais même clairement, malgré indéniable. ces problèmes des débuts. Hein, Mais oui. Mais Et attends, d'ailleurs, même et avec alors- les soucis. Attends, je te rappelle quand même qu'il y a des attractions dans d'autres parcs qui sont toutes neuves, enfin non, qui datent de 2002, mais qu'on fait croire qu'elles sont toutes neuves et qui se tapent 50% de fiabilité. Donc là, on est quand même sur un truc qui déjà est un vrai proto, une vraie nouveauté de A à Z. En plus, il y a un sacré niveau technique sur le Futuroscope. Tellement d'éléments dépendants les uns des autres. Bien sûr. Puis il y a les équipes techniques qui doivent gérer ces trucs-là. Il y a encore des nouvelles compétences. Ah mais oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a plein de trucs, mais il y a ce nouveautés, côté hein. apprentissage que tu dois
comment on appelle ça, t'habituer à cette nouvelle technologie. Tu dois comprendre les tenants et les aboutissants. Tu dois pouvoir savoir qu'est-ce qui pourrait merder. D'ailleurs, on a eu Bien souvent dans nos visites, à un moment donné, un des écrans qui buguait pendant la scène de la tornade. Mais ça, ils en sont parfaitement conscients. Ils nous ont expliqué pourquoi ça bug et ils sont déjà en train de réfléchir avec le fabricant qui gère l'informatique derrière, qui est une grosse marque qui fait des cartes graphiques. Je pense que vous connaissez laquelle. En trois lettres, hein, voilà. Voilà. Et ils ont dit, bah, nous, on a déjà identifié le problème et on va le régler pour une prochaine mise à jour. Donc, en soi, pour moi, c'est que du bon. C'est pas comme un autre parc qui te fait vendre une nouveauté de 2002 pour une nouveauté de 2020, qui après te dit, oui, bah non, on va prendre quelques temps pour voir si tout fonctionne et on va voir si le public réagit bien. LOL. Voilà. Bref. Mais. Dites pas Fly Force ou jeter les lumières, sinon. Non. Voilà. Non. Bah, là, on arrive à peu près, je pense, avoir fait le tour du côté expérientiel de l'attraction. Il y a mais la sortie. voilà, c'est ce que je voulais dire. La sortie peut être un truc discutable. Oui. Clairement. Justement, c'est peut-être un des éléments pour lequel j'avais un petit reproche à faire. Alors moi, juste avant que tu le fasses, un petit point. Moi, je trouve qu'il y a deux façons de la juger en parfaite objectivité, cette sortie. Soit une façon, bon, bah, ouais, effectivement, peut mieux faire. Soit une façon, en fin de compte, le Futuroscope a toujours plus ou moins fait ça. Mais bon. Je te laisse du coup en parler. Bah c'est très simple, c'est qu'une fois que l'attraction se termine, on nous remercie d'avoir participé à cette expérience du CMX, la porte de derrière qui nous permet de ressortir s'ouvre, et là en fait, bah, la suspension consentie d'incrédulité explose en un milliard de petits morceaux, puisqu'on se retrouve derrière littéralement l'écran. Bah après, peut-être que eux ils se disent, bon, c'est le côté centre d'expérimentation, ils savent pas si c'est un mur, si c'est des écrans, tout ça. Bon après on le devine dès lors qu'on s'attarde un petit peu. Oui, mais sauf que le mur est marqué Samsung, oui, tu te doutes oui, que c'est des écrans quand même. Oui, mais au-delà de ça, on avait tout un décor avec un certain type de matériaux, c'était du béton, c'était des lumières un peu spécifiques, et là en fait il n'y a plus rien. C'est de la tôle pure, c'est la console de l'opérateur, c'est la derrière des LED, là vous voyez actuellement à l'écran, mais ceux qui sont sur SoundCloud, bah, c'est juste en fait un enchevêtrement de panneaux de LED les uns au-dessus des autres. Attention, parce que là, sur la photo qui est montrée, il y a un effet de lumière, mais normalement vous êtes dans un couloir très très sombre, il y a juste une rampe avec un gros néon LED bleu qui l'accompagne pour vous orienter vers la sortie où il y a des petites photos, etc. Ensuite on rejoint l'extérieur. Alors, c'est vrai, on se dit, est-ce que du coup, on montre la technologie qui est très impressionnante. Regardez, c'est un colisée d'écran LED. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, j'adore voir ça. Voilà, c'est très beau à voir. Après, ça nous sort du thème. C'est ça qui est un petit peu dommage. Mais bon, après, c'est côté Futuroscope. C'est vrai que quand tu sors, les gens qui s'attardent, en tout cas, c'est-à-dire peut-être 5%, voire moins du public, ils sont tous bouche bée en disant, voilà, la vache quand même, hein, ils font pas de la merde. Oui, voilà. Tu veux de la technologie, bam. Allez, bouffe du pixel. Là. Et surtout que derrière, juste que quand tu as quitté le fameux main show, tu te retrouves dans un post-show qui te permet de faire une photo avec un effet de tornade avec une incrustation fond vert, qui est pas dégueu, donc ça a l'air sympa. Et il y a ce long couloir avec des effets de lumière qui te guident vers la sortie avec ces effets comment on appellerait ça? C'est des strobos avec du, c'est de la pulsation. Voilà, avec de la variation de lumière qui t'indique le chemin pour te diriger vers la sortie. Et là, on revient un peu dans le monde du CMX. Enfin, je veux dire, graphiquement, ça me rappelle un peu plus le CMX que lorsqu'on était sorti derrière l'écran. Encore une fois, ensuite, pourquoi est-ce qu'on dit il y a deux teams? Effectivement, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait vu le travail qui avait été fait sur justement le CMX, toute l'immersion, tout le build-up, toute la montée en régime qu'il y avait sur cette attraction. Et sur la fin, effectivement, on sort mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que je disais qu'il y avait deux teams? Parce qu'effectivement, sur attractions comme par exemple le Kinemax ou d'autres, si je ne dis pas de conneries, en sortant, tu voyais les pellicules et tu pouvais même voir certains projecteurs. Donc en fait, le Futuroscope a toujours eu ce petit côté dans les sorties d'attractions en certains cas de te montrer le fonctionnement de la technologie. C'est pour ça que pour moi, là où, enfin, chez un Disney qui te vend de l'innovation, qui te vend de l'immersion, ça passerait pas du tout. Futuroscope, vu qu'ils l'ont déjà fait, ce genre de truc, et que c'est devenu un peu leur marque de fabrique. C'est comme le truc avec Sébastien Loeb, tu vois les chaises dans lesquelles tu vas t'installer, qui va être te simuler justement son tour. Bon. Oui, mais encore, tu vois, dans Sébastien Loeb, je vois la limitation financière et technique. Mais par exemple, dans les lapins crétins, on ne voit rien. Là, tout est caché pour vraiment nous faire croire qu'on est dans le musée crétin et qu'on va visiter dans le temps. Et du coup, moi, le deuxième défaut de l'attraction au niveau de sa sortie, c'est qu'une fois qu'on est dehors,
on fait une courte partie où on fait un demi-tour qui est proche de la file d'attente et on remonte des escaliers. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas fait la même chose qu'Olympin-Crétin, c'est-à-dire qu'il y ait les conséquences de ce qu'on vient de traverser. Ne serait-ce que juste cette montée des escaliers et le petit coin où personne ne va venir puisque c'est une sortie qui est entre la sortie d'Arthur, l'aventure 3D pas terrible floue, et du coup celle-ci qui est complètement excellente. C'est dommage de pas avoir mis justement un peu, tu sais, un arbre un peu pété ou des trucs, des débris à droite à gauche, tu vois, qui fait office de décor. Pourquoi pas, tu sais, là, un peu de tôle froissée sur le côté du bâtiment, mais juste à côté justement de la sortie, de là où on se trouve, pas sur le reste du bâtiment en hauteur, mais vraiment à hauteur de tête, si tu veux. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait fait le petit plus, tu vois, genre ensuite... parce qu'on était pendant le film juste à côté du bâtiment et on voyait que c'était le chaos dans les allées du parc. C'était pas totalement le chaos, c'est-à-dire qu'il y avait des débris. Clairement. Mais les bâtiments ne sont pas impactés. La tornade n'a pas frappé le Futuroscope. C'est vrai. Alors oui, d'ailleurs le bâtiment d'Arthur, on le voit dans le film, il est toujours en place quand l'expérience se finit. Mais je rejoins Val, à avoir des troncs d'arbres ou des racines, des débris de tôle, de machin qui sont un peu placés. Ça peut être subtil, hein, parce que c'est vraiment juste à cet endroit. Quand tu ressors des lapins crétins, c'est vraiment juste la gare de sortie où tu as des éléments de l'attraction qui se retrouvent là. En fait, tous les trucs qui ont valdingué dans tous les sens se retrouvent en fait dans la gare de sortie, un peu partout, enfoncés dans les murs, tout ça. Titanic. Oui, voilà, bah c'est super drôle. L'astronaute qui s'est pris la lune dans la tronche, la soucoupe volante qui est éclatée dans le mur. Voilà, non, c'est super, des cônes. Oui. Et surtout que derrière, bien, ils ont installé VLC. Mais bon, non, mais surtout qu'après, ils te justifient le fait qu'on revienne à la normale par le sas de décrétinisation qui est censé nous faire redevenir normaux. Oui. Donc tout est justifié. Ça marche pas très bien parce que moi, je suis toujours aussi crétin. Mais non, tu dis ça. Pas corriger ce qui était là avant. Je vais écrire une lettre, je vais me plaindre au Futuroscope. C'est un scandale. C'est pas ça, c'est que tu n'as pas fait assez le sas de décrétinisation, donc il faut que tu reviennes faire l'attraction plein de fois. Ou alors je l'étais déjà. Mais en tout cas, moi, je vous propose un truc. On va faire cet épisode-là sur le chasseur de tornades. Oui. Et du coup, moi, le verdict concernant cette expérience qu'on a fait. Encore une fois, nous, on l'a découvert avec Benji avant pour le coup de la faire dans les conditions favorisées qu'on a eues. Merci d'ailleurs le Futuroscope encore une fois. Mais ou dans lesquels on a pu voir par exemple ça, là vous voyez ça bien sûr pour moi c'est du porn, ça évidemment pour moi c'est l'équivalent direct d'aller le bouton n'est pas accessible, fait chier merde. Il y a encore un peu de code à faire. Voilà, vous avez vu, on teste hein. Là, nous aussi on est en phase de test, pour ça on va pas critiquer quoi que ce soit, mais bon, mais grosso modo moi me concernant Futuroscope, moi en toute sincérité, ça me fait plaisir, mais ça me fait plaisir de voir des attractions de cette catégorie, de ce calibre-là arriver en Europe déjà et en France, d'autant plus parce que autant sur Flying Theater j'étais content parce que ça y est, c'est une attraction que j'adore, un type d'attraction que j'adore, mais la copie du Futuroscope avait des points qui posaient problème, autant là pour moi c'est le carton plein et franchement oui, la sortie est ce qu'elle est, mais me concernant ils ont tellement donné, tellement explosé les attentes avant que pour moi c'est du positif. C'est-à-dire que tu te retrouves avec effectivement mauvaise caméra. Tu te retrouves avec une attraction dans laquelle tu as tout le build-up de la file d'attente, tous les éléments qui vont du coup raconter l'histoire, qui vont te la pré-raconter, mais qui ne vont pas nécessairement te la mettre in your face, mais qui vont faire en sorte justement que tu puisses capter les bribes, etc., comprendre le truc. Tu as tous les effets qui sont dans la file qui vont te divertir et qui font que cette file, même si elle fait 40 minutes, tu ne la vois pas passer. Non, c'est vrai, elle passe crème, hein. Elle passe crème, tu ne la vois pas passer parce que tu es occupé à regarder des tonnes de trucs. Tu as des tas d'animations, des tas de trucs, des boucles qui ne sont pas des boucles simples, mais des boucles où il y a 4-5 itérations différentes, notamment Mélanie quand elle teste le Trombix, il y a ce truc-là justement. Donc l'attraction elle-même pour moi est vraiment une réussite totale, et je pèse mes mots là-dessus. Et franchement, ça fait plaisir non seulement de voir le Futuroscope dégainer ces trucs-là, parce que clairement, là, vous êtes exactement dans ce qu'on attend de vous en termes d'image, mais en plus, voir ça en France, bah, ça fait dire, ok, c'est cool, parce que dès maintenant, on a ça en France, ça va donner justement un bon signal pour d'autres parcs, pour dire, ok, c'est à ce niveau-là qu'on joue, les mecs, maintenant, en national. Alors, venez jouer avec nous. Et là, ça va être sympa. Parce que, sincèrement, pour l'instant, les signaux qui étaient envoyés par le parc référence français, à 32 km à l'est de Paris, franchement, il me faisait peur. Donc là, moi, je dis merci le Futuroscope parce que maintenant, vous avez fait ça, c'est très bien. En plus, c'est un film unique Futuroscope, il va pas être déplacé dans d'autres machines. C'est pas. C'est pas possible. Ah non, il est vraiment. C'est pas possible, tu vois, parce que là, on voit les bâtiments du Futuroscope. Tu vois, aucune entreprise serait assez complètement débile pour mettre des visuels d'un autre parc dans ses attractions alors qu'elles sont pas situées au même endroit.
Non, mais c'est pas grave, on va Ah oui, mettre un oui, PNG. non, il y a Web Aventure. Non, on j'ai va rien mettre dit. un PNG par devant. J'ai rien dit. C'est pas grave. C'est vrai. Non, mais ensuite, bon, Ah, alors des charges. je l'ai pas fait exprès, hein, je vous jure, c'est une coïncidence. Alors des charges. Qu'est-ce qu'il Alors joue des bien. charges, en vérité, alors des charges, ça reste le même groupe. Bon. Mais quand même, Futuroscope, non, moi Bref. je dis bravo et franchement ça fait plaisir et continuer comme ça parce que franchement autant il y a 3 ans quand on a fait l'épisode Aller Futuroscope, franchement on n'était pas emballé. Non, Clairement, c'est sûr que non. sincèrement, c'était pas fou. Là, franchement, en 3 ans, nom de Dieu de merde, la courbe de progression, l'évolution qu'il y a, mais putain, mais génial. Continuez, les gars. Continuez, ça fait plaisir. Bah, j'embraye dans ta critique, dans ton évaluation générale. Je suis dithyrambique aussi comme toi. Je n'ai pas grand chose à dire. Moi, ce que je rajouterais, c'est que je suis à fond quand il y a de l'humain qui interagit avec le décor. Le fait d'avoir ces comédiens qui sont montés sur scène et qui nécessairement font que s'ils sont pas là, bah, le show sera légèrement moins bon, voire même pas faisable. Je ne peux qu'applaudir à l'heure où on parle de réduction de budget, à l'heure où on digitalise, numérise et qu'on essaie de réduire les coûts humains. Là, il y a un parc qui s'est dit, bah moi, je vais me faire venir sur scène des gens, du public, enfin des vrais comédiens. Et ça rajoute pour moi une vraie valeur dans le sens où, bah, ayant travaillé sur Feu, Armageddon, les effets spéciaux, je ne peux qu'applaudir le fait qu'un humain soit interagisse avec du public. Parce que oui, certes, tu peux faire toute la technologie que tu veux derrière, mais ce qu'il y a de bien avec un humain, bah, c'est que d'un pré-show à l'autre, il sera très légèrement différent. La mise en scène va très légèrement varier, même si tout est scripté, on va pas se le cacher. Mais il y a le facteur humain qui rentre en jeu et ça rajoute de la crédibilité et un sens de réalisme. Alors, et c'est pas des écrans. C'est oui, Futuroscope. Il pourrait se permettre de continuer à faire des écrans, mais non. Ils mettent de l'humain. Il y a des gens, les opérateurs quand ils sont sur ce truc-là, du coup, ça leur fait une position qui est fun à jouer. Ça va être une réaction, je pense, qui doit être assez sympa à opérer. Ah, ça, si t'as fait une nuit blanche, hein, ça... Oh putain, faut que j'aille courir et monter dans Bully. Bah, justement. Faut que j'aille attraper la chienne. Le deuxième point que je voulais féliciter pour lequel le Futuroscope m'a bluffé, c'est d'avoir pris le risque de ne pas faire qu'un écran cylindrique en LED. C'est de se dire qu'il va y avoir des vraies scènes en décor réel avec Bully qui effectivement apparaît, se déplace, rentre dans une maison, revient dans un autre endroit, puis après il y a le hangar. Enfin, pour moi, c'est une prise de risque assez folle parce que n'importe quel parc t'aurait dit ouais mais on s'embête pas, on fait ça sur un écran LED, ça nous évite du matériel supplémentaire, c'est de la technique, c'est autant de pièces qui peuvent tomber en panne et le moment où il va falloir réhabiliter le Bully et le moment où il va falloir changer les panneaux. Mais là ils se sont dit non, on va le faire vraiment jusqu'au bout pour que l'immersion fonctionne et qu'on ait vraiment l'impression d'être au cœur de l'expérience. Et pour moi, à part effectivement la sortie qui m'a un peu cassé le truc, mais je peux pardonner parce qu'en soi, du moment où je suis rentré dans la file d'attente et on m'a raconté cette histoire et du moment où j'en suis ressorti, je n'ai rien à dire à part les gars masterclass. Je pèse mes mots là-dessus. C'est pas parce qu'on a visité en VIP ou quoi, on l'a fait avec Greg en visiteur lambda avant. On n'avait qu'une seule envie, c'était de revenir au Futuroscope avec le reste de l'équipe pour voir leur avis. Mais on était scotchés. On n'était pas invités. Non, mais on avait même peur. On se disait, oh là là, je vais emmener Florian, je sais pas comment il va apprécier le parc. Il y avait que ça qui avait l'air palpitant. Et au final, on en est tellement scotché qu'on est resté tellement abasourdi devant la qualité de la production qu'on s'est dit waouh, les gars sont capables de faire ça. J'avais déjà eu un peu ce pressentiment en voyant Objectif Mars que je trouvais de toute qualité parce que mine de rien, premier coaster, technologie innovante, storytelling, tout ça. Tous les parcs ne font pas ça de nos jours, donc déjà je me suis dit, ils prennent des risques. Et là, ça m'a conforté dans l'idée qu'avec Chasseurs de Tornades, les gars ont de l'ambition, ont envie d'aller plus loin, de venir titiller le leader français, et ça me fait vachement plaisir, et de dire, ouais d'accord, il y a la souris il y a la souris qui fait des trucs magiques, etc. Ouais, mais nous, ce qu'on vous fait, c'est encore mieux, c'est du spectaculaire, et en plus, on est capable de faire de l'innovation. Ça, c'est un truc que Disney a un peu oublié. Et on ne te prend pas pour un con. Voilà, encore plus que ça. Désolé, mais en vrai, voilà. Non mais vraiment. si, je suis d'accord. Enfin bref, pour moi, ça c'est une des meilleures attractions que j'ai faites pour l'instant. Elle est dans mon top 5 de meilleures attractions que j'ai pu connaître. L'histoire qui est racontée est folle, les technologies déployées sont folles. Moi, en plus, c'est la réutilisation d'un bâtiment qui est bien exploité et qui est même agrandi pour l'occasion que je trouve génial. La technologie est innovante, même si dans quelques années, ça peut vieillir et ça va arriver forcément, ça reste des écrans. Et les écrans, ça se met à jour. Et quand on voudra raconter une nouvelle histoire, on garde la technologie de la plateforme et on refait un nouveau storytelling autour, on remet à jour les médias. Ce sera toujours une possibilité. Bref, pour moi, Futuroscope, les gars, vous avez tapé un grand coup sur la table. Je suis impatient de voir ce que va devenir Mission Bermude dans quelques années, mais je suis sûr qu'on va être bluffé, j'ai pas de doute là-dessus. Et l'Aquascope. Et l'Aquascope aussi, mais c'est encore dans un autre registre. Franchement, les gars, bravo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À toi, Val. Pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que
une chose très très simple que je ne vois pas forcément, par exemple à la sortie de Web Adventure à Spider-Man, où on pense que justement la quintessence de l'interactivité du public avec un écran, c'est de faire des piou piou piou. Bon voilà. Là, il y a de l'écran partout, mais il y a le tangible qui vient s'immiscer justement dans cette aventure, que ce soit par les comédiens, même s'ils ont un rôle minime, mais c'est vrai que tu peux rajouter des interprétations des fois de façon subtile, comme tu le faisais à Armageddon, comme certaines personnes le faisaient aussi. Ça c'est bien. Ensuite, l'attraction qui est fun, qui en fait est très sérieuse, mais sans se prendre au sérieux aussi. Tu vois, ne serait-ce que le détail de la chienne qu'on peut trouver dans la boutique, et ça c'est très intelligent de vendre la peluche. Regardez, regardez ce merch déjà bien. Voilà. Et tu as Suzy, et ils vendent du coup du merch j'ai l'impression d'avoir préparé un truc du téléachat, en train de montrer les trucs. Le téléachien, le téléachien. Téléachienne. Non voilà, mais c'est bon, du merchandise qui vient inspirer de l'attraction, des trucs qui élargissent un peu ton champ de connaissances avec des livres qui parlent de tornades, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc l'attraction, la thématique, son histoire, la technologie, tout se combine à merveille. Voilà, juste le petit holà sur la sortie, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un détail, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais en tout cas, voilà, contrairement à certains leaders qui se disent, ouais, c'est super, c'est la technologie des écrans, des trucs, des piou-piou. Là, en tout cas, le public était unanime à la sortie, c'est dire, les gens se regardent comme ça. Moi, en tout cas, qu'on était dans la dernière rangée, que je vous conseille parce qu'il est plus fun. J'allais dire, après on va peut-être vous donner 2-3 tips. On va vous donner des petits tips après. En fait, tout le public devant moi, les familles, les couples ou autres, ils se regardaient tous les deux en disant putain c'était ouf, c'était trop bien, etc. Ou alors des gamins qui étaient complètement fous. C'était refait. Ou alors certains qui étaient terrorisés, parce qu'ils y croyaient. C'est vrai que quand t'es petit, tu vois un truc, tu fais un truc comme ça, tu sais pas où est la frontière réalité. Voilà. Nous, bon, on est des cassos qui regardons la moindre dalle LED, forcément. Mais voilà, en fait c'est simple, c'est le fait de voir ces réactions dans le public et de moi-même à la fin m'être tourné vers Johan et vers toi ou toi je sais plus en mode putain c'était trop bien. Voilà, ça fait toute la différence en fait, parce que ça m'a marqué. Je veux dire, aujourd'hui, même si tu te dis ouais c'est un full show écran, bon c'est toujours la même histoire, c'est toujours le même script, etc. Mais j'ai trop envie de le refaire. J'ai envie de dire voilà ce qu'on peut faire avec des écrans. Oui, tout simplement. Oui, voilà. Et ça, c'est une masterclass du bon usage de la technologie des écrans et pas du fait de. C'est pas un écran pour dire que c'est un écran. Il sert une histoire, il sert un propos. C'est de l'écran plus, c'est de l'hybridation. Il y a de l'écran plus du physique bien fait. Alors, en vrai, Disney sait faire aussi. Par exemple, moi, je trouve que Mickey's and Minnie Runaway Railway avec la projection et les intégrations sont très très sympas. Et franchement, vous voyez, on critique Disney, mais là, ils ont fait un truc qui, à moi, à mes yeux, je me dis pas mal, pas dégueulasse du tout. Mais là, pour le coup, Futuroscope qui dégaine avec 10-15 fois moins de budget, ils te font ça, tu dis, mais génial. C'est aussi le côté budget, c'est 20 millions. Oui, exactement. Pour 20 millions, ils arrivent à pondre un truc comme ça qui te fout une tarte. Pour 20 millions, t'as même pas les ampoules qu'ils ont enlevées dans le Flight Force. Non, mais c'est clair, les vieilles lampes halogènes et tellement. Bref. C'est vrai que Mickey's Runaway Railway, tu sors de là, tu dis c'était fun, c'était cool, etc. Mais regarde, c'est le même système trackless, c'est des projections et puis c'est un peu mou comme aventure là. C'est vrai que t'as quand même un côté dynamique, même si t'as pas de sensation forte à proprement parler. C'est pas un coaster, même Objectif Mars, c'est pas forcément le truc qui donne les plus de sensations, sauf la chute, voilà, qui est quand même pas mal. Mais ça combine en fait vraiment tout ce qu'il faut. C'est une attraction qui est à la fois familiale, mais un peu relativement intense, ne serait-ce que de façon par l'illusion finalement de te croire dans une tornade. Mais voilà, que ce soit en France, chez nous, quoi. Enfin, je veux dire, jamais, franchement, il y a 3-4 ans, je m'attendais à un truc comme ça au Futuroscope. Jamais, et c'est vrai qu'avec Triangle, enfin les Bermudes, Opération Bermude qui va arriver, évidemment qu'on attend ça avec impatience parce que c'est de la même trempe, ça va être quelque chose de révolutionnaire qui inspire les autres. Regarde, suffit de voir que bientôt à Efteling, il y aura peut-être un ride system similaire pour ce qui va remplacer Spook Slot avec Danse Macabre. Danse Macabre. Donc ça risque d'être très intéressant. Après, est-ce qu'ils vont jouer plutôt la carte du physique, enfin des éléments physiques animatroniques ou des écrans ou les deux, ça on verra bien. Ça c'est le secret et j'ai hâte aussi de le voir. C'est pour ça que l'avenir est très intéressant en fait. Mais ce qu'il y a de bien justement c'est ça, c'est que là le Futuroscope a pris une carte d'originalité, donc cette attraction-là ne se retrouvera nulle part ailleurs qu'au Futuroscope. Mauvais écran.
Voilà, encore mauvais écran, décidément. C'est vraiment c'est pas mon jour avec les caméras. J'aimerais vous y voir, on va gérer le truc en même temps qu'on parle. Mais en fait, en soi, oui, du coup, l'intérêt là-dedans, c'est que cette attraction-là ne se retrouvera nulle part ailleurs. C'est pas comme l'âge de glace qui a fait la tournée des parcs. Donc c'est pour ça que là, moi personnellement, franchement, je dis, le Futuroscope maintenant, j'ai tendance à dire à mes potes, ok les gars, vous voulez un bon parc? Le Futuroscope, c'est sérieux, il y a de la bonne. Et en plus, on y bouffe bien. Oui, accessoirement. Accessoirement. C'est très con, mais ça compte aussi. Non, Voilà. c'est vrai que des fois il y a des parcs où, Efteling par exemple, hein, on y mange pas terrible, alors que là, c'est vrai que il y a des restaurants plus ou moins bons, mais c'est bon marché, accessible. Et c'est là aussi que la question du prix, elle entre en jeu parce qu'on se dit merde, un parc avec des attractions aussi avant-gardistes, enfin en tout cas celle-là, avec un prix super accessible, la bouffe est accessible aussi. Voilà, c'est vraiment une question de générosité en fait. L'offre, elle devient de plus en plus généreuse et de plus en plus cohérente aussi avec l'image, le nom du parc en fait, même si bon, c'est plus axé sur l'image que les technologies, j'ai envie de dire. Mais là, je pense que ça prend plus son sens. Justement au sens populaire, c'est-à-dire qu'on va aller au Futuroscope, on se met plus sur Futur que sur Scope. Ah oui. On se dit voilà, c'est un peu le Epcot français. On veut voilà de la technologie, de la débauche de technologie même, et le contrat est totalement rempli avec ça. Et la direction qui est prise, fait que on pardonne les vieilleries qui sont toujours dans le parc parce qu'on s'est pris une claque à cet endroit-là. Et après on va un peu plus se marrer dans les lapins crétins, avec le Guerliguet dans la Vienne dynamique, qui est un peu voilà le petit cachet nostalgie du parc. Mais voilà, c'est bien de commencer justement à mettre des gros mastodontes qui vont permettre petit à petit de faire une grosse offre, et ce sera moins choquant de voir certaines choses disparaître pendant longtemps, le temps que ce soit remplacé par des choses comme ça, et c'est tout ce qu'on demande au Futuroscope. Donc merci en tout cas pour nous avoir envoyé des étoiles dans les yeux, hein, ça c'est clair. Moi qui suis très difficile et très critique, là il n'y a pas grand chose à reprocher à cette attraction-là en fait. Oui, tout à fait. Et donc, si vous avez l'envie de faire une chasseur de tornades, donc petite astuce, mettez-vous à la dernière rangée, celle qui est tout à l'arrière de la plateforme, parce que c'est un simulateur, et c'est un simulateur un peu comme Star Tours, c'est-à-dire que si vous êtes au milieu, vous ne ressentirez pas les effets de mouvement de haut et bas. Devant, très c'est faible. sympa pour le côté immersif. Voilà. Et l'arrière, en fait, c'est là où vous avez la plus grosse amplitude de mouvement de la plateforme. C'est ça, vu que déjà ça va tourner, donc vous allez être pris dans le mouvement de rotation, et en plus, vu qu'il y a les effets de haut et de bas, c'est là qu'ils sont les plus prononcés, puisque là vous êtes à l'arrière du système. Donc moi je vous recommande à l'arrière, et aussi parce que on voit mieux les écrans, je trouve, on a une vue plus panoramique de toute la scène. On voit mieux les scènes, on est moins. On a aussi plus d'intrusion du plafond aussi. Alors c'est peut-être la contrepartie. C'est la contrepartie, mais après c'est impressionnant de voir toute cette technologie-là, et ça permet aussi de te donner un repère par rapport à la vitesse de rotation de la plateforme. Voilà, si tu as envie par exemple si t'es en extrémité de rangée, tu peux regarder juste à côté de toi et tu vois la vitesse à laquelle ça tourne. Moi j'adore faire ça. J'adore faire ça aussi. On a fait ça avec Florian au troisième tour. Voilà. Mais profiter vraiment, rester un peu dans le vif de l'histoire du film, quoi, dans le média. Exact. Donc je vous conseille à l'arrière. Ensuite, soyez attentifs à tous les médias qu'il y a dans la file d'attente parce qu'ils vous racontent l'histoire. Il y a tout ce qu'on vous a dit plus haut avec les petits détails, les petits éléments qui vont être utiles plus tard dans le film. Et quand vous arrivez avant le pré-show, regardez bien ce qui se passe à la télévision, dans les informations de sécurité, enfin les caméras de sécurité. On se rend bien compte que quelque chose se prépare et que ça va être la merde sévère. Donc voilà, une fois que vous êtes sensibilisé à tout ça, vous ne pouvez que profiter de l'expérience à 200%. Kiffer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, kiffer. Voilà, c'est technologiquement intéressant, thématiquement cohérent et très immersif. Franchement, c'est superbe. C'est superbe, et on ne peut que vous recommander de faire cette magnifique attraction qui remet les pendules à l'heure sur le territoire et sur le continent même. Oui. Donc je veux que ce soit une base de travail en fait, ce genre de projet un peu fou, qui au final est complètement réalisable dès lors que tu as une équipe motivée et les moyens derrière.
Et je finirai donc sur la conclusion que si vous avez aimé aussi l'ambiance musicale qu'il y a dans le main show, oui. Un peu de forçage. C'est le moment. Sachez que vous n'êtes peut-être pas passé à côté, que nous avons lancé il y a très peu de temps, mais si vous écoutez cet épisode bien plus tard, pour vous ce sera normal. Il y a une web radio qui s'appelle Radio Puissance Park qui a fait son grand comeback sur les ondes, enfin plutôt sur le web. Enfin, tu peux le dire. Après 2 ans de travail, quasiment. C'est ça, il y a 400 bonnes heures derrière et notre bon Greg National en est très content. Voilà, les cernes, tout ça. Mais surtout, ce qu'on veut vous proposer, c'est que derrière, dans le contenu exclusif qu'il y a dans cette web radio, attention, ça tombe aléatoirement. Donc, vous avez de la chance, vous ne l'avez pas, il faut écouter. Donc, soyez auditeurs. Et on a eu le grand privilège, et on remercie encore les équipes du Futuroscope de nous avoir très gentiment offert la musique on ride de Chasseurs de Tornades. Alors c'est pas la version avec les voix et les effets bruitages, juste le score. C'est le score, voilà exactement, qui est assez cool à écouter, qui est super, qui est magnifique, c'est de l'orchestré pur avec beaucoup de gros sons et on a la chance de pouvoir vous le proposer sur Radio Puissance Park. Donc j'ai envie de vous dire, quand ça passe, qui fait à fond. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, les amis, je pense qu'on a bouclé le sujet concernant Chasseurs de Tornades. Bien sûr. Donc, du coup, on peut nous retrouver comme d'habitude sur SoundCloud. Alors, peut-être, je vais parler un peu de la radio vitef. Oui, vas-y, parle de la radio. Pour le coup, vous pouvez la retrouver sur puissancepark.fr/radio, mais également sur TuneIn. Donc, pour ceux d'entre vous qui vont sur radio.fr ou qui ont des systèmes connectés dans vos véhicules, vous pouvez retrouver Radio Puissance Park sur TuneIn et vous allez pouvoir nous trouver directement comme ceci. Donc, ça peut être une alternative. Vous pouvez également utiliser notre web app Radio Puissance Park qui est à l'adresse puissancepark.fr/radio avec tout un tas d'informations et des visualisations dans le mode visualiseur qui permettent d'être un peu plus immergé dans les parcs. Voilà, pour regarder la radio, laissez ça en fond avec une belle... vous voyez dans quel parc c'est, il y a une illustration, c'est sympa. Exactement. Et ça vous donne accessoirement le planning hebdomadaire avec toutes nos différentes émissions. Ça vous donne aussi la possibilité de voir les dernières musiques qui ont été diffusées. Bref, vous avez un truc assez complet. Au-delà de la web radio, évidemment, ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming, à savoir SoundCloud, Spotify, Deezer, TuneIn et Apple Podcasts, et j'en cite encore plein. Donc, c'est pas difficile de nous retrouver. Vous tapez podcast Puissance Park, on est à peu près partout. Tu l'as déjà dit, Greg, mais si vous voulez retrouver tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, c'est le mieux, c'est d'aller sur notre site internet www.puissancepark.fr. Là, on vous aurez des liens et vous pourrez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. J'insiste sur Instagram parce que c'est là qu'on fait des stories, qu'on fait des petits lives lorsqu'on est directement à l'extérieur et vous pouvez interagir avec nous. Et d'ailleurs, merci, puisque au moment où on enregistre ce podcast, vous êtes bientôt, on n'est pas très loin des 2000. Voilà, on approche gentiment des 2000. Donc, merci à vous tous. Également, si vous avez envie de nous soutenir pour que l'aventure Puissance Park continue, s'améliore, s'agrandisse, et vous allez voir, il y a encore de beaux projets qui arrivent, vous avez notre page Utip, www.utip.io/Puissance Park. Ça vous permet de faire des dons réguliers ou récurrents, c'est vous qui voyez. Mais régulier ou récurrent, c'est la même chose. Oui, effectivement. Non, mais je voulais appuyer sur le côté qu'il faut le faire de temps en temps. Mais de façon parce que chez ponctuelle. Puissance Park, on aime bien la thune. Voilà. C'est important. Et d'ailleurs, en parlant de thunes, il y a aussi un petit nouveau qui s'est rajouté à la liste de toutes les choses que je dois faire à la fin de l'épisode. C'est notre boutique Redbubble, dans laquelle vous allez trouver pas mal de petits produits dérivés griffés Puissance Park. Donc, si vous avez envie de nous soutenir, mais qu'en même temps vous avez envie de vous faire un kiff et d'afficher haut et fort que vous êtes un puissant de l'équipe Puissance Park, de la team Puissance Park, vous pouvez vous acheter des petits vêtements et des petits accessoires. Quand on dit un puissant de la team, vous comprenez bien que c'est en 2 mots. Oui, voilà, vous faites bien Je précise quand même. Ah bon ? C'est un peu chiant quand même, cette terminologie. Ouais, c'est la langue française qui est chiante surtout. Ah là pour le coup, ouais. Enfin, cela dit, du moment que tout est à votre décharge, ça me va. Messieurs, par contre, là, on a l'alerte tornade qui vient de se déclencher, donc va falloir interrompre l'épiside tout de suite. Bon, on va se mettre dans le bunker de sécurité. Ouais, c'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt, les amis. À très vite. Salut, bye bye. Ciao.